direct de France Maghreb 2. Ça c'est bon, ça c'était Zao sur France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde, c'est parti pour l'émission Le Grand Forum sur France Maghreb 2 en direct de Reims avec toute l'équipe en live et en public et avec Christophe aux commandes de cette émission. Bonjour Christophe. Bonjour Medjed, bonjour à tous, en direct Reims effectivement pour ce grand forum en direct d'un très bel endroit. Aujourd'hui que va d'ailleurs tenter de nous décrire Tarek Mami qui est à mes côtés. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes bien à Reims, dernière étape de ce tour des villes de France Maghreb 2 pour échanger avec les représentants locaux des candidats nationaux. Nous sommes dans un super endroit qui s'appelle donc le Floyd. Et je précise qu'il est l'avenue de la République, l'avenue de Paris, mais on n'a pas fait exprès, on y est tombé par hasard. Qu'on ne dise pas que les Parisiens, là où ils vont, ils cherchent la rue de Paris, parce que la dernière fois, on était aussi à la rue de Paris, dans une autre ville. Et donc, nous avons le plaisir d'être, chères auditrices, chers auditeurs, heureux d'être cet endroit où manifestement on joue de la musique tous les soirs. Alors, je ne sais pas si c'est des groupes différents ou si c'est le même groupe, mais c'est un endroit qui donne envie d'y être. Et je remarque, puisque nous on remarque tout, qu'il y a même un coin réservé pour les personnes handicapées de l'autre côté, des super fauteuils. Et on donnera bien sûr à la fin de cette émission la parole à celle qui nous reçoit ici pour la remercier et pour qu'elle puisse nous décrire ce qui se passe dans cet endroit. Je remercie aussi au passage parce qu'on arrive à Reims et on a la mauvaise habitude, nous, d'arriver dans les grandes villes, notamment à Paris, à n'importe quelle heure et de manger. Et c'était difficile de manger puisque tout le monde ferme à 14h manifestement. Ah oui, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir faim à 15h ici. Hein. Oui, mais on est tombé quand même sur un auditeur de la radio en plus parce que dès qu'on est rentré, il nous a reconnu par nos voix. Alors, c'est le Regal, 4 places Stalingrad à Reims. Et je peux vous dire, cher Rémois, chère Rémoise, que ce café ou ce restaurant est ouvert, y compris entre 14h et 18h. Et c'est très bon, Tarek, c'est très bon aussi. On y a bien mangé, n'est-ce pas, Christophe? Oui. Voilà, pour les personnes qui habitent dans cette ville, ils ne le savent pas, c'est le Regal, 4 places Stalingrad. Et Khaled, je crois, il s'appelle. Hein. Tout à fait. Nous avons donc le plaisir d'être ici, dans cette ville, et de recevoir donc certains des candidats, parce qu'il est toujours difficile de recevoir les 11, et surtout le 11 maintenant. Mais nous faisons le choix donc de nous déplacer dans les différentes villes de France, sur lesquelles la radio France Maghreb 2 diffuse. 91.3 pour la fréquence à Reims. Merci Christophe. Pour essayer de sentir si le climat dans telle ou telle ville est un peu plus particulier que le national, parce qu'au national, nous sommes surtout dans les meetings nationaux et qu'on est en fait envahi par l'ambiance locale du national qui ne reflète pas toujours les zones. Il nous est arrivé, cher Christophe, de nous déplacer dans des tout petits villages dans lesquels, moi, j'ai eu la sensation que sur les 11, il y a un candidat qui s'est tenu, majoritairement en bloc, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai vu M. Lassalle avant-hier à la télé qui disait qu'il partait, lui, Jean Lassalle, en Corse pour un jour, qu'il est resté 4 jours parce qu'il avait l'impression d'être élu déjà sur place. Voilà, donc je vous laisse, cher Christophe, échanger avec les uns et les autres sur les questions toujours les mêmes. Nous avons toujours deux questions en fait sur la politique nationale, c'est-à-dire le chômage, programme économique. La deuxième, c'est le vivre ensemble, la laïcité et tous ces problèmes qui arrivent. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé hier à Marseille, la sécurité et le terrorisme. Et la troisième question, c'est plutôt la politique internationale. La France doit-elle être, comme dit-on, de M. De Gaulle ou comme dit-on de M. Sarkozy, c'est-à-dire à l'intérieur de l'OTAN ou à l'extérieur de l'OTAN. On y va, Christophe, à vous. Absolument, et on va saluer aussi Hicham Terra qui est venu avec nous aujourd'hui, ainsi que M. Zébélus. On aura l'occasion de vous écouter, messieurs. Et n'hésitez pas, si toutefois vous avez une petite question à intervenir dans cette émission, vous connaissez le principe, c'est vraiment sans langue de bois et libre antenne à tous, bien sûr. Alors je vais vous présenter nos invités. Bien sûr, envoyer leur question soit par LGF, @francemaghreb2.fr, qui nous suit jusque-là, soit sur le 06, pareil, puisque nous prenons les questions soit par téléphone, audio, soit par écrit. Voilà. Alors je vais vous présenter nos invités, et notamment Laure Manès, qui est la représentante de la France Insoumise, du candidat Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Laure. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Aïna Kirik, qui est, elle, la représentante du mouvement En Marche. Bonsoir. De Emmanuel Macron, bien sûr. Monsieur Thomas Rose de Le Teuvrière.
Bonjour à tous. D'habitude, on a des femmes du côté de Lutte ouvrière, ça change. Ça arrive quand même qu'il y ait des hommes à Lutte ouvrière, mais on a une fierté de mettre toujours une femme candidate à l'élection présidentielle. C'est vrai ça. D'ailleurs, je vous poserai la question pourquoi d'ailleurs tout à l'heure. Yann Velli, qui est lui représentant LR, les Républicains, représentant de Monsieur François Fillon. Bonjour à vous. Et Monsieur Damien Landini, voilà, je l'ai pas écorché, très bien, représentant de Monsieur Benoît Hamon. C'est bien ça. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir et bienvenue à tous. Donc, on va tenter, si vous le souhaitez et si vous le voulez bien, de débattre sur les sujets qui nous intéressent tous. Puisque nous sommes concernés, nous sommes maintenant à 4 jours de ce premier tour, de cette échéance importante qu'est la présidentielle. Et évidemment, tout se joue dans un mouchoir de poche aujourd'hui, visiblement entre 4 candidats, hein, ce qui semble en tout cas apparaître au travers et au vu des différents sondages, peu importe d'ailleurs ce que l'on en pense. Quoi qu'il en soit, je pense que tous réunis ici, vous êtes incapables de me dire qui sera le président le 7 mai prochain. Donc, on va tenter d'élaborer et de flirter un petit peu avec ces programmes que proposent donc vos candidats respectifs. En commençant par cette première partie, notamment sur la partie nationale. Sur le chômage, Laure Manès, je sais, j'ai vu d'ailleurs quelques critiques apparaître dans la presse nationale. Au vu peut-être du score montant de Jean-Luc Mélenchon, il commence peut-être, j'allais pas dire à faire peur, mais en tout cas à interpeller dans le sens où il est monté considérablement dans les sondages ces derniers temps. Et on dit souvent, oui, le programme de Jean-Luc Mélenchon ne tiendra pas la route économiquement. Or, ce sont peut-être ceux qui n'ont pas lu le programme, Laure Manès. Oui, voilà, c'est vrai que ceux qui l'attaquent finalement n'ont pas lu le programme. Et je rappelle quand même que Mélenchon est quand même le seul qui a fait un chiffrage de son programme de plus de 5 heures sur YouTube. Oui, c'est ça. Peut-être qu'ils n'étaient pas aussi patients pour attendre 5 heures, c'est pour ça. En tout cas, sur le chômage, parce que ça nous intéresse vraiment particulièrement, on a tenté avec différents présidents depuis des partis respectifs qui, à chaque fois, ont leur petite recette miracle du chômage. Eh bien, malheureusement, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, quelle est la recette proposée par le candidat de la France Insoumise ? Nous, on a plusieurs axes justement pour combattre le chômage. Déjà comprendre d'où il vient, parce qu'on voit quand même qu'il y a des entreprises qui font des millions de bénéfices et qui se permettent quand même de licencier. Ouais. Donc là-dessus, nous on dit il faut être catégorique, il faut l'interdiction des licenciements boursiers, donc justement pour celles qui font des bénéfices. Et d'autre part, on a quelque part plusieurs axes pour créer justement l'emploi, et justement à travers la transition énergétique. Oui. On est d'accord pour dire qu'il faut vraiment changer nos modes de production et nos modes de consommation, que la Terre quelque part ne le supportera pas. Et donc c'est pour ça que pour nous la transition énergétique est vraiment un axe majeur pour la création d'emplois. Les énergies marines renouvelables, par exemple, c'est 300 000 emplois qui peuvent être créés comme ça. Passer à une agriculture biologique, c'est 300 000 autres emplois qui peuvent être créés. Et ensuite, il y a aussi le fait de revenir à 35 heures effectives, de revenir à 60 ans pour l'âge de la retraite et 40 annuités. Alors comment on finance pour les 60 ans à la retraite, par exemple ? Mélenchon, quelque part, utilise un argument de choix sur cette question. Il dit que finalement, si on permet aux femmes de gagner autant que les hommes, le surplus de cotisation permet justement de financer la retraite à 60 ans. Bon, on pourrait trouver bien d'autres moyens, mais c'est vrai que celui-là était... Très bien. Aïna Curik, représentante du candidat Emmanuel Macron, du mouvement En Marche. Emmanuel Macron a été ministre de l'économie, il connaît un peu le sujet, bien sûr. Quelles sont ses propositions en matière de chômage pour éradiquer ce chômage ? A-t-il la recette miracle ? Alors, il y a plusieurs éléments qui vont lui permettre de lutter contre le chômage. Et le premier, c'est déjà avant d'entrer dans le monde du travail. C'est-à-dire d'investir sérieusement sur la formation professionnelle, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que ce sont les apprentis qui trouvent... Les jeunes apprentis qui trouvent plus rapidement du travail, c'est 4 jeunes sur 5. Et donc, il investit 15 milliards d'euros dans la formation professionnelle. Oui. Et cette formation professionnelle, elle va être organisée avec les entreprises. C'est-à-dire que les programmes de ces formations-là seront faits avec les entreprises, c'est-à-dire pour mieux répondre à leurs besoins et pour leur donner la possibilité d'être efficaces tout de suite dans le monde du travail. Ce qui va permettre vraiment de répondre aux besoins des entreprises pour garantir finalement un emploi à la fin de l'apprentissage. Ensuite, il y a également
pour lutter contre le chômage, donc on parle des chômeurs, des salariés, et ça ne va pas sans les entreprises. Ils doivent pouvoir travailler ensemble. C'est essayer de casser un petit peu ce clivage qu'il y a parfois entre l'entreprise et le salarié, et donc de faciliter la vie des entreprises pour pouvoir les pousser à l'embauche. En parlant de fiscalité incitative, par exemple. Il va remplacer le CICE, il va plutôt le transformer finalement transférer cela sur des baisses de cotisation sociales, salariales et patronales pour inciter les entreprises à embaucher et diminuer sérieusement ces charges-là pour tous les emplois, tous les salaires au SMIC. Très bien. Le salaire au SMIC qui concerne justement une majeure partie des premiers emplois. Un petit tour à droite avec monsieur Yann Velli. On dit souvent d'ailleurs que les entreprises se plaignent souvent qu'ils sont considérablement touchés par des charges, des taxes, ils n'en peuvent plus. C'est pour ça d'ailleurs que certaines entreprises choisissent, en particulier des grosses entreprises choisissent de délocaliser. Comment peut-on faire pour les faire rester ici et peut-être baisser accessoirement un peu les charges pour que ces fameuses entreprises puissent maintenant embaucher? Merci pour cette transition. Justement, la baisse des charges, notamment patronales, à hauteur de 40 milliards d'euros, ont été annoncées par le candidat que nous soutenons, François Fillon, le candidat de la droite et du centre. L'objectif est d'arriver à la situation de l'emploi du taux de chômage de 2007-2008, c'est-à-dire juste avant la grande crise financière internationale, qui était à 7,2%, je crois. L'objectif est d'arriver à 7% à la fin du quinquennat. Alors, l'idée, c'est avant tout une méthode qui consiste à créer un environnement fiscal et juridique favorable, notamment en améliorant le droit du travail avec davantage de souplesse et en même temps ces baisses de charges patronales et ces baisses d'impôts, ces baisses fiscales par rapport à ceux qui créent avant tout l'emploi, c'est-à-dire les entrepreneurs. L'idée, tout ça est très chiffré et nous annonçons de ce fait la création d'1 740 000 emplois pour arriver justement à la situation des 7% de taux de chômage, comme je venais de l'indiquer. Alors il y a une remarque, c'est vrai, qui apparaît beaucoup en un mot, monsieur Yann Velli, c'est la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Ça a fait beaucoup parler. Alors dit comme ça, c'est sûr que ça peut inquiéter, je l'entends parfaitement. Après, quand on dit que il y a 5,6% d'emplois publics, 5,6 millions d'emplois publics en France, c'est 9 sur 100, 9 Français sur 100 à peu près, que l'idée du coup c'est de réduire de 8% le nombre d'emplois publics d'ici la fin du quinquennat, ce qui représente 1,5% par an, selon une méthode de non-remplacement de départ à la retraite. Il faut aussi entendre que 1 million d'emplois territoriaux ont été créés en 25 ans. Il y a peut-être aussi des efforts à faire et ça touche également, pas forcément les agents publics d'État, mais également les agents publics territoriaux. Monsieur Damien Landini, représentant du monsieur Benoît Hamon, du Parti Socialiste, quelle est la recette miracle pour Benoît Hamon, hormis donc le revenu universel que propose ce candidat? Et d'ailleurs, c'est avec cette proposition phare, d'ailleurs, qu'il a peut-être remporté la primaire socialiste, à la surprise générale d'ailleurs. Aujourd'hui, quelle est la recette proposée par Benoît Hamon concernant le chômage pour tenter d'y mettre fin, ou en tout cas de procéder à une inversion du chômage? Alors dans un premier temps, s'il y avait une recette idéale, ça ferait des décennies qu'on l'aurait trouvée et qu'on l'appliquerait. Donc c'est pas forcément aisé et c'est pas une réponse qui peut être manichéenne. Et on peut trouver des pistes. Et d'ailleurs, pour faire la transition à ce que viennent de dire les Républicains, il y a une vraie différence entre la droite et la gauche, c'est que l'État, il est employeur dans la fonction publique. Donc déjà, un premier élément, c'est que les coupes qui sont proposées, soit de 500 000 fonctionnaires pour les Républicains ou 120 000 fonctionnaires pour Emmanuel Macron, déjà, nous, on pense que c'est une mauvaise solution et que en plus, ça offre des services publics, ça crée du lien de la société. Donc c'est vraiment déjà un premier aspect. Si on coupe en effet dans les services publics, ça créera du chômage. Donc déjà, c'est pas une réponse. Après, sur la question économique et liée aux entreprises privées, on se rend compte que la baisse des charges, que les réformes structurelles depuis des années
années et des années, on l'a toujours fait, que ce soit des gouvernements, soit de centre-gauche, soit de centre-droit, soit de droite dure, toujours la même recette, et ça échoue. Donc quelle est la réforme à faire par rapport à ça? C'est arrêter notamment, et là c'est le rôle de l'État, de donner des subventions aux entreprises ou aux privés sans compensation d'emploi ou de structure d'investissement qui fait qu'on est plus productif et qu'on permet de réembaucher, de remettre une dynamique d'action. C'est aussi contrôler, et notamment peut-être fiscalement, les recherches, les bénéfices que peuvent avoir les actionnaires. On est dans un pays où on dit qu'on est en crise et autres, mais la France, dans tous les pays européens, est celui qui donne le plus de dividendes aux actionnaires. C'est le plus en Europe. Même en Allemagne, ils ne font pas comme ça. Donc, si aujourd'hui, et c'est aussi une responsabilité des entreprises, ne réinjectent pas les bénéfices auprès des salariés, auprès de l'investissement et aussi de la formation et de la mutation des salariés, le chômage, on aura toujours les mêmes recettes et on aura toujours les mêmes échecs. Et Benoît Hamon, il propose des propositions innovantes dans ces sujets-là. On va faire un petit tour du côté de chez Lutte Ouvrière. Thomas Rose, alors on sait que là vous avez peut-être alors peut-être certains disent une focalisation contre le patronat. Aujourd'hui, tout est la faute des patrons. On ne formule pas les choses comme ça, Nathalie Arthaud ne formule pas les choses comme ça. Oui, effectivement, ce qu'on dénonce, par contre, c'est la puissance de l'argent. Le mur de l'argent qu'ici les candidats présents, les représentants de candidats présents ne dénoncent pas. Aujourd'hui, dans le pays, on voit encore en 2016 75 milliards d'euros de bénéfices pour les entreprises du CAC 40. Ouais. Ça représente 2 millions d'emplois. 2 millions d'emplois à 1800 euros net. Non pas des charges sociales, comme vous le dites, vous, les représentants du patronat, notamment les Républicains, mais des cotisations sociales qui permettent de financer la caisse d'assurance maladie et la caisse des retraites. Alors oui, nous, on veut prendre effectivement cet argent et créer les 2 millions d'emplois tout de suite, maintenant. Et tout de suite aussi, interdire les licenciements, parce qu'il faut stopper l'hémorragie. Aujourd'hui, que les entreprises fassent des bénéfices... Est-ce que c'est pas utopique d'interdire les licenciements? Alors, je vais prendre l'exemple concret. Comment vous pouvez interdire un licenciement, par exemple, si c'est un licenciement considéré comme pour faute, par exemple, un employé qui commet une faute grave ne pourrait pas se séparer de cet employé, en l'occurrence, parce qu'il a commis une faute grave et parce que l'interdiction des licenciements serait faite? Écoutez, tout simplement, je suis aussi militant syndical et les fautes qu'on trouve la plupart du temps aux salariés, ce sont des prétextes. Et d'ailleurs, quand on voit l'explosion des ruptures conventionnelles, où il y a un stress, une pression qui est faite sur les salariés, montre qu'aujourd'hui, il y a un rapport de force qui est en faveur du patronat, en faveur de la bourgeoisie et contre les salariés. Vous savez, rien qu'à l'Union locale de Reims, on reçoit plus de 2000 personnes qui viennent chaque année prendre des conseils juridiques parce qu'ils sont poussés dehors, harcelés. Alors vous savez, les fautes lourdes ou les fautes graves qu'on invente aux salariés, encore aujourd'hui, vous savez, on cherche des poux dans la tête un délégué syndical parce qu'il justement, il s'oppose à des licenciements dans son groupe et on lui trouve une faute grave pour lui mettre la pression et faire accepter de travailler plus pour gagner moins. Alors oui, moi je pense effectivement qu'aujourd'hui, il faut inverser ce rapport de force entre patronat et salariés. Alors on va aussi parler d'un sujet qui est très important parce qu'on est tous autour de cette table à avoir peut-être bénéficié de l'école républicaine. On a appris évidemment et ce que l'on est aujourd'hui, on le doit aussi à cette école républicaine pour beaucoup d'entre nous. C'est un chantier très important. Je me souviens d'ailleurs que c'était une priorité pour le candidat Hollande en 2012. Est-ce que c'est la priorité aussi du côté de chez Jean-Luc Mélenchon pour leur manesse? L'éducation, l'école? Oui, alors pour vous répondre justement sur l'éducation, c'est vrai qu'il a placé, pas la barre assez haut, mais disons qu'il en fait quelque chose de vraiment important. Il veut revenir sur une scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans. Ouais. Pour que justement chacun ait un bagage culturel qui lui permette de développer son esprit critique, d'avoir. Et qu'est-ce qu'on fait des jeunes qui, par exemple, sont en échec scolaire et qui se dirigent peut-être vers un circuit professionnel dès l'âge de 16 ans, 15 ans? Qu'est-ce qu'on en fait puisque l'école sera obligatoire jusqu'à 18 ans? C'est comprendre justement pourquoi ils sont en échec scolaire et peut-être les orienter différemment. Oui. Vous savez comment on les appelait les conseillères d'orientation à l'époque, hein? Les conseillères de désorientation. Oui, bien sûr. À mon époque, en tout cas. Je suis d'accord avec toi, Christophe. Je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est pour ça que le bac professionnel doit aussi être valorisé. Il propose de le repasser justement à 4 ans pour que ce soit des formations efficaces qui débouchent ensuite sur quelque chose de concret dans le marché du travail. Oui. Ensuite, au niveau du personnel enseignant, c'est vrai qu'on manque cruellement de professeurs, donc il faut réembaucher 60 000 enseignants. Oui.
pour qu'ils puissent étudier dans de meilleures conditions. Ensuite, tout ce qui a été finalement réforme des rythmes scolaires, réforme du collège, tout ça, nous voulons y mettre fin dans la mesure où ça met en concurrence quelque part les établissements entre eux. La réforme des collèges, c'était ça. C'était pouvoir permettre aux établissements qu'on fasse du latin à tel endroit, qu'on n'en fasse plus à tel autre, et qu'il n'y ait plus la même offre scolaire partout. Donc là, on veut vraiment revenir sur une école gratuite, laïque et obligatoire. Donc gratuite aussi au niveau de la cantine scolaire le midi, au niveau des transports scolaires, au niveau des fournitures. Vraiment avoir un service public de qualité. Digne de ce nom, quoi. Voilà. Justement, tiens, je vais m'adresser à Damien Landini. Vous, candidat PS, on se souvient que la priorité du candidat Hollande en 2012 était l'école, l'éducation. Il l'avait placé en tout cas comme un axe important de son quinquennat. Comment entend-il compléter, j'allais dire, les propositions, le candidat Benoît Hamon pour le Parti socialiste? Alors si on se souvient en 2012, en effet, François Hollande avait indiqué qu'il recruterait 60 000 enseignants dans l'éducation nationale. Faut aussi expliquer qu'ils avaient été supprimés par la mandature précédente et qu'on était sur en effet un complément, mais on revenait à un certain équilibre. Évidemment, Benoît Hamon, il veut poursuivre cet effort à hauteur de 40 000 personnes dans l'éducation nationale, et notamment un effort sur le primaire. Mais ce que je voudrais dire, le point important, on est à 4 jours de l'élection. On a un système d'éducation nationale qui est reconnu à travers le monde, qui est positif. Mais au niveau des pays occidentaux, c'est un des plus inégalitaires, dans le sens où la reproduction sociale des inégalités dans l'éducation, elle est une des plus fortes. Et ça, c'est quelque chose qui, dans un État républicain, n'est pas satisfaisant. Et cet effort-là, il faut le modifier. Benoît Hamon, là aussi, il va beaucoup plus loin qu'a pu aller François Hollande, c'est-à-dire réformer la mixité scolaire, donc revoir les cartes scolaires, publiques et aussi privées. Faire de gros efforts au niveau du primaire, c'est-à-dire que concentrer vraiment les efforts au niveau du primaire. On se rend compte qu'au niveau du collège, quelqu'un qui est décroché dès la 6e, il va décrocher de plus en plus vers la 3e. Donc c'est-à-dire réformer au niveau du primaire. Revoir la base en fait. Pardon ? Revoir la base. Revoir à la base. Parce qu'aujourd'hui, le seul effort, juste pour finir, c'est qu'il y ait plus d'enseignants devant les élèves. C'est de revenir à un minimum de 25 élèves par classe, et dans les zones défavorisées, 20 élèves. Donc d'une certaine manière, on verra moins ces fameuses affiches qu'on a devant des écoles, non à la fermeture de classe, c'est ça ? Voilà, alors ça fait le lien aussi au niveau de des différences territoriales. Et sur ce point-là, vous avez raison. Quand Emmanuel Macron nous explique qu'il veut donner l'autonomie des directeurs d'école pour le recrutement, ça veut dire, en plus, il n'y a pas de hiérarchie dans l'éducation nationale. C'est le maire à la limite. Alors, je vois mal le maire qui fasse les recrutements des instituteurs. Oui, c'est sûr. Alors, juste en un mot avant la pub et avant de poursuivre évidemment sur ce sujet, avant de passer à un volet plus axé sur le vivre ensemble, l'islamophobie, laïcité, terrorisme. Yann Velli, c'est pas bien d'avoir supprimé autant de profs d'école, dites donc, sur votre mandature, d'après monsieur Damien Landini, bien sûr. Christophe, c'est tout. Faites attention, Christophe, c'est vraiment tout. Il a l'air de tout savoir. Non. Simplement, vous me tendez la perche pour une petite réaction par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la question des 500 000 fonctionnaires, notamment. Un sujet n'est absolument pas abordé, c'est celui de la dette publique et des déficits. Il me semble, parce que ça a un lien justement avec ce thème majeur, on arrive à 2000 milliards de dettes aujourd'hui, c'est autant que nous produisons, quasiment. On ne peut pas rester dans une situation comme ça. Vous vous rendez compte, c'est 34 000 euros de dette par personne et par citoyen français, même par Français, parce que pour les 67 millions de Français, ça représente ça. Il faut agir pour avoir le maximum de marge de manœuvre sur bien des plans. On ne peut pas garder. Quel foyer accepterait d'être dans une situation... Monsieur Velli, pardon de vous couper, j'ai la pub et on y revient dans un instant, parce que c'est vrai que depuis que je suis né, on entend parler de cette fameuse dette, mais à chaque fois, toutes les mandatures n'ont cessé finalement de pas forcément l'entretenir, cette dette, mais plutôt de la creuser. Et aujourd'hui, je pense que ce soit le mandat Hollande ou Sarkozy, ils ont eux aussi participé à poursuivre justement cet endettement qui devient considérable et très important. On va revenir dans un instant, bien sûr, avec nos différents invités en direct de ce merveilleux endroit. On est très bien reçus ici au Café Le Floyd, donc au 34 avenue de Paris à Reims. On vous y attend. D'ailleurs, si vous voulez nous venir rendre une petite visite, soyez les bienvenus. Le temps d'une petite pub et on poursuit notre entretien avec nos invités.
France Maghreb 2, France Maghreb. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 pour la suite du Grand Forum en direct sur France Maghreb 2. Je vous rappelle que vous pouvez venir voir toute l'équipe, évidemment, pour une émission en live. C'est du côté du café Le Floyd, 34 avenue de Paris à Reims. Où et tu sais qu'on y joue à la pétanque aussi, Medjed. C'est vrai. Ouais. Il paraît qu'on va aller faire une petite, on va aller faire une petite partie après tout à l'heure. Génial. Je vais aller démonter Jean-Marc et Hichem à la pétanque. Ça c'est bon. Et voilà, vous voulez vous mesurer à Christophe au niveau de la pétanque, venez les amis. Ouais. Tu pointes, tu tires. Tu es certain, Christophe, ou quoi? Bien sûr. Hichem Tarak va retrouver dans un instant puisqu'il nous a préparé un petit texte pour chaque fois qu'on se déplace, il nous prépare un petit texte dans la voiture. Je vais pas me faire des amis aujourd'hui. Ah, très bien. Alors, moi, je vais faire le faillot aujourd'hui. Ah bon? Parce que d'habitude, chaque fois qu'on va dans une ville, en fait, il crie un hymne à la ville. Oui. Et aujourd'hui, il a fait le choix de pas faire l'hymne à Reims. Pourquoi? Je sais pas, c'est l'inspiration nocturne en fait, compte. Voilà, c'est alors, comme ça. On va reprendre notre débat, on te retrouvera dans un instant, mon cher Hichem, avec Yann Velli, avec qui nous étions juste avant la pub, représentant du candidat Fillon. Et on parlait évidemment de l'éducation nationale, l'école de la République, celle qui nous a fait grandir. Christophe, pour vous perturber un petit peu, donc je vais faire circuler les deux micros. Pour que le représentant d'un candidat ou de l'autre peut réagir, mais ce qu'on va demander, sans couper sec, mais éventuellement demander la parole à la fin de l'intervention pour amener une correction. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors Yann Velli, vous nous parlez de la dette. Alors c'est vrai que je vous disais, je faisais remarquer que moi, depuis que je suis né, on entend parler de la dette qui se creuse, on n'arrive pas à mettre fin, à stopper cette hémorragie, parce que ça en est une finalement. Aujourd'hui, tous ces enfants qui naissent déjà avec une dette, enfin avec finalement on devrait beaucoup d'argent chaque citoyen français. Comment peut-on faire pour arrêter cette hémorragie finalement? Sarkozy n'y est pas arrivé, Hollande non plus. Quelle est la solution? Ça se joue à bien des endroits et dans des politiques très différentes. J'évoquais notamment la question de la fonction publique tout à l'heure. Oui. Il y a également les comptes de la sécurité sociale qui sont déficitaires. Il y a dans plein de domaines, peut-être, j'aime pas le terme de gaspillage parce que je ne vois pas je trouve que c'est pas un terme approprié, mais il y a beaucoup de vigilance à avoir sur bien des choses et en même temps, voilà, vous dites que c'est inarrêtable, c'est une hémorragie inarrêtable, il faut absolument l'arrêter. Je dis pas, je constate. Au moment où nous arrivons à autant de production que de dettes, ça n'est pas tenable, absolument pas. Si je peux me permettre de tourner vers l'éducation, parce que vous me posiez cette question au départ. Bien sûr. C'est vous qui êtes venu à la dette, moi. Je suis revenu on m'interpellait juste avant à ce sujet-là, en fait. Donc, sur l'éducation, on pourrait partir du constat que chaque année, 140 000 jeunes quittent le système scolaire sans formation ni diplôme. C'est gravissime. Oui. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a beaucoup de choses à revoir dans l'école, notamment sur la question des savoirs fondamentaux dans l'école primaire, que l'on souhaite avancer d'ailleurs à l'âge de 5 ans, non pas 6. Et tout ce qui concerne l'orientation, ça a été évoqué tout à l'heure, au niveau du collège, avec des modules d'apprentissage, d'ouverture au monde, sur des cultures différentes, sur des langues étrangères, mais également sur l'apprentissage des métiers. Ça paraît absolument fondamental. Également, on souhaite qu'il soit véhiculé au maximum des valeurs de la République et nous avons l'originalité de proposer une tenue, non pas un uniforme, mais une tenue uniformisée, définie par les parents d'élèves, les enseignants. Ah, c'est revenir à la bonne vieille époque, ça. À l'époque, je ne sais pas si c'est déjà arrivé d'avoir une tenue uniformisée définie de cette manière. Il y a eu des époques avec des uniformes, mais là, en l'occurrence, il y a une marge de décision laissée au niveau de chaque classe pour définir ensemble la tenue qu'ils porteront tous unanimement. Très bien. Du côté du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron et Aina Kerik, il y a plusieurs propositions faites par Emmanuel Macron, notamment les pleins pouvoirs, j'allais dire, au directeur d'établissement, le fait de réduire le nombre d'élèves par classe. Comment peut-on faire pour essayer d'arriver à essayer d'harmoniser un peu tout ça?
Alors l'objectif de notre candidat, c'est tout d'abord de faire de l'école, redonner aux enfants l'égalité des chances grâce à l'école, grâce à l'éducation. Effectivement, nous ne naissons pas tous avec les mêmes facilités, et il est important pour pouvoir justement égaliser, donc d'essayer de renforcer un petit peu dans les zones où c'est un petit peu plus difficile. Et d'où son souhait de diviser par deux dans les zones d'éducation prioritaire, de diviser par deux le nombre de classes de CP et CE1. Mais comment c'est possible dans le sens où déjà il y a un manque cruel de personnel dans les écoles aujourd'hui? Il faudra embaucher combien de professeurs, L'objectif, c'est de pouvoir embaucher au moins 5000 enseignants dans ces secteurs et de pouvoir aussi valoriser leur salaire, parce que ce qu'on leur demande, c'est également beaucoup de travail. Il y a un investissement humain qui est énorme, et c'est déjà de valoriser les salaires des enseignants. Donc effectivement, c'est leur demander cet investissement-là et d'autre part de pouvoir les rémunérer en conséquence. Oui, alors le plein pouvoir aussi aux chefs d'établissement. Alors les pleins pouvoirs, c'est donner de l'autonomie aux établissements, parce que quand on gère de l'humain, il y a aussi du cas par cas. On peut pas dire 25 élèves dans toutes les classes de toute la France, parce que tous les secteurs n'ont pas la même configuration, c'est pas les mêmes contextes. Donc parfois, ça peut être plus intéressant de pouvoir s'adapter aussi au contexte local, au contexte du territoire, qui est pas le même partout. Donc oui, donner un peu plus d'autonomie aux établissements, c'est important pour pouvoir essayer de répondre au mieux aux besoins des élèves, aux besoins des parents d'élèves également. Alors vous, Thomas Rose, comme représentant de Madame Nathalie Arthaud, connaît bien le sujet puisqu'elle est elle-même professeure à Aubervilliers. Quelles sont les solutions proposées par Lutte ouvrière en ce qui concerne l'école? Je suis moi-même enseignant dans le syndicat technique de Reims et général. Écoutez, déjà, on peut remarquer que les effectifs, malgré ce qu'on dit le Parti socialiste... Qu'est-ce que ça a changé depuis la réforme, par exemple? Voilà, si vous me permettez que j'aille au bout de ce que je veux dire. C'est 36 élèves par classe, moi, quand même. D'accord. Donc... ça, c'est un réel souci. C'était le cas sous Hollande, c'était le cas sous Sarkozy. Il n'y a pas de différence. C'est des quartiers populaires que je reçois, qui parfois sont en difficulté, effectivement. Oui, il y a un gâchis. Un gâchis parce qu'on n'a pas les moyens. On parle de l'école du numérique, mais on n'a personne pour entretenir les matériels informatiques. On peut rien faire. Au début d'année, par exemple, pour vous faire rire, pour se mettre tout simplement sur Google, il a fallu que j'attende 45 minutes. Ah oui. Effectivement, voilà. Oui. Donc après, on peut me parler d'école du 21e siècle, mais il faut être sérieux. Donc, aujourd'hui, oui, il faut des moyens. Il faut des moyens pour l'éducation. Et justement, ces moyens, on peut les avoir en arrêtant de subventionner le patronat. Parce que j'écoutais le représentant des Républicains qui parlait de la dette, et qui veut supprimer 500 000 fonctionnaires. D'ailleurs, on ne sait pas où. Dans les hôpitaux, les personnels sont au taquet. Dans l'éducation, les personnels sont au taquet. Alors où est-ce que vous les supprimez? J'aimerais bien le savoir. Et donc, aujourd'hui, il y a des moyens. La Cour des comptes dit on donne chaque année 200 à 250 milliards d'aides diverses au patronat. Moi, je suis pas pour payer des impôts pour aider le patronat. Je suis pour que l'argent public serve aux services publics, notamment à l'éducation, au transport, au logement, à la santé. Et je pense que par rapport à l'école, ça créerait au moins un moyen de corriger les plus grandes inégalités de cette société. Parce que c'est ça. L'école, on lui demande tout. Mais elle peut pas corriger toutes les inégalités de la société. Mais il faudrait au moins qu'elle s'en donne les moyens. Et c'est pas le cas avec tout ce qu'on a connu depuis des années. Alors la question, je vais la poser d'ailleurs à tout le monde. Est-ce qu'on touche à la réforme scolaire qu'a proposée Najat Vallaud-Belkacem, Thomas Rose? Écoutez, moi la réforme scolaire, tout ce que j'en sais, c'est que il y a des bons lycées, des très bons lycées. Et quand des élèves sont de milieux favorisés, quand ils sont affectés dans un établissement de moins grande qualité, ils vont dans l'enseignement privé. Bon, il y a toujours eu ces échappatoires. Il n'y a pas d'égalité aujourd'hui. Moi, je suis pour une véritable égalité des moyens pour tous les établissements. Selon les endroits où on se trouve, surtout. Laure Manès, du côté de chez Jean-Luc Mélenchon, on touche à la réforme scolaire ou on ne touche pas? J'ai évoqué justement tout à l'heure qu'on était pour l'abrogation, justement parce que c'est obliger les gens à se tourner vers des services périscolaires qui sont le plus souvent payants. Oui, et très coûteux d'ailleurs, selon les endroits d'ailleurs. Voilà. Aïna Kerik, du côté de chez Emmanuel Macron, est-ce qu'on touche à la réforme scolaire? Au niveau de la réforme scolaire, il n'y aura pas beaucoup de modifications. C'est juste justement de donner plus d'autonomie aux établissements pour que les collectivités locales puissent décider ou non de garder les mêmes rythmes scolaires ou non. Yann Velli, du côté des Républicains, la réforme scolaire, on en fait quoi? Oui, clairement oui,
il s'agit clairement de revenir dessus parce que ça n'a pas les résultats annoncés. Je voulais juste annoncer, quand on parle de budget, et évoquer quand on parle de budget de l'éducation nationale, nous avons en Europe et même dans l'OCDE l'un des budgets les plus élevés pour l'éducation nationale, et ce n'est pas pour autant, malgré ces financements importants, que l'on ait les résultats attendus pour les enfants et pour les jeunes générations. D'accord. Yann Velli, justement, Thomas Ronse vous interpellait, 500 000 fonctionnaires, dans quel secteur on touche? Dans les hôpitaux, ils en peuvent plus, il y a un manque de cruel de personnel, dans les écoles c'est pareil. Dans quel secteur on va privilégier? Alors, j'évoquais la question des collectivités territoriales. Après, il faut que ce soit évalué au cas par cas, notamment avec un audit dans depuis chaque ministère. Si les Français font confiance en François Fillon et à son équipe, ce sera fait dès le début du quinquennat pour évaluer au cas par cas, bien entendu, avec cet objectif notamment de non-remplacement. De départ à la retraite. Voilà. Ouais. Mais en même temps, il y a aussi des secteurs où il y aura des recrutements, notamment pour les forces de l'ordre, où on annonce 10 000 agents supplémentaires pour les forces de l'ordre. C'est tenable ce chiffre de 500 000 suppressions? Ou de non-remplacement? Oui. Clairement oui, ça représente 8% en 5 ans, 1,5% par an. Damien, j'aimerais intervenir, en fait, je vous en prie. Parce qu'on parle quand même de supprimer beaucoup de postes de fonctionnaires pour rembourser une prétendue dette. Sauf que à la base de cette dette-là, c'est quand même le changement de statut de la Banque Centrale Européenne qui fait qu'elle a explosé du jour au lendemain. Avant, elle prêtait directement aux États. Dorénavant, elle passe par des banques privées. Et c'est justement sur ce statut que Mélenchon et la France Insoumise veut revenir à travers le plan A qu'il propose pour l'Europe. Oui, parce qu'il y a deux plans. Il y a le plan A, le plan B, c'est vrai. Faut peut-être pas forcément tout mettre sur le dos de la Banque Centrale Européenne. Alors évidemment, il y a des choses à remettre, à revoir en ce qui concerne la politique de la BCE, qui n'est peut-être pas forcément impliquée dans la vie économique de l'Union européenne, comme c'est le cas notamment pour la Réserve fédérale américaine. Néanmoins, la dette aussi, ça se fait. La dette, c'est un état général, mais elle s'alimente et elle se nourrit de déficits annuels. Vous voyez, 300 millions supplémentaires pour l'année 2017 dans la loi de finances. Ça, c'est un déficit supplémentaire. Il y a également près de 20 millions d'écart entre les recettes et les dépenses pour la sécurité sociale. Tout ceci, au fur et à mesure, alimente la dette. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de la Banque Centrale Européenne. Damien Landini, du candidat Benoît Hamon, représentant de Benoît Hamon. Qu'est-ce qu'on fait de la réforme scolaire qui a été mis en place par Najat Vallaud-Belkacem? Alors, avant de voir la réforme et des points spécifiques qui sont presque à la marge, juste revenir sur notre discussion. On est en train de parler d'éducation, de l'avenir des générations à venir, de nos enfants, et on a même parlé de la santé. Et on nous oppose quoi? On nous oppose la dette, on nous oppose l'argent. Dans quelle société on vit? On est à 4 jours de l'élection présidentielle en France. On est la République française, le cinquième puissance du monde, et on est en train de débattre sur notre avenir, et on pourrait parler de l'écologie. Non, ça coûte cher d'être écologique, mais on est en train de détruire notre société petit à petit, et on nous oppose des chiffres, des questions de dette et autres. Après, on peut avoir tous les débats qu'on veut, et on peut avoir un sérieux économique, et comme le font chaque famille avec un budget, mais la question de notre avenir en commun, s'il se pose par une question de dette, non, on a tout faux. On a tout faux. Qu'est-ce qu'on veut pour notre avenir? Et Benoît Hamon, il pose ces questions-là. On peut partir d'un constat d'une société qui se dégrade depuis des décennies, et derrière, comment on fait à l'avenir? Donc, en effet, la question des fonctionnaires de la fonction publique, il faut le préserver. Il faut arrêter de faire des économies sur les services publics, donc sur les plus fragiles. Ceux qui ont de l'argent, ils réussiront toujours dans l'éducation. Ils auront des éducations privées, ils auront des cursus. Ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est pareil, mettre de la concurrence entre les territoires, dans les écoles même. Quel va être le résultat? C'est que les meilleurs professeurs iront dans les meilleurs collèges, iront là où c'est le mieux payé. Enfin, mais quel avenir de société on veut? Réforme scolaire, oui ou non? On y touche. Réforme scolaire, nous, on souhaite la maintenir. Mais quel était l'objectif aussi? C'était de permettre aux enfants, après 15h45, de pouvoir faire des activités qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Soit des nouveaux sports, l'accès à la culture et autres. Et ça aussi, ça nécessite des moyens. Au-delà des savoirs fondamentaux, c'était ça l'objectif. C'était de permettre à des enfants qui, eux, n'ont pas d'école de musique le mercredi après-midi, de pouvoir découvrir la musique, de pouvoir découvrir la danse. Donc nous, on pense qu'il faut peut-être repenser de façon globale cette
cette réforme, mais il faut la maintenir et il faut aussi qu'elle soit pareille sur tout le territoire. Moi, je veux pas avoir une France des gens qui vont bien et d'une France des gens qui sont dans la misère. Très bien. Alors, on va passer à un autre chapitre dans un instant sur le vivre ensemble, le terrorisme, laïcité, tous ces sujets qui finalement reviennent à chaque fois en ce moment et surtout dans les grands médias, mais on se doit en tout cas d'en parler pour écouter vos propositions. Mais juste avant cela, je vais donner la parole à Hicham Terak, un des chroniqueurs du Grand Forum que je vous présente, mesdames, messieurs. Il va et il nous fait des petites chroniques qu'on appelle d'ailleurs dans cette émission La Vie tranchée. Et aujourd'hui, donc, tu as choisi de nous parler de quoi, Hicham? C'est un petit peu le sujet ambiant en ce moment, on parle que de ça, de politique. Oui. Mais bon, je donne un petit peu ma vision des choses et elle est un petit peu, on va dire, pas très gaie. Voilà. Très bien. Alors, on y va, c'est parti en direct de Reims. Donc, Hicham Terak pour son avis tranché aujourd'hui. Okay. 133 km de Paris à Reims. Arrivé serein, mais pas rincé. Oui, je sais, j'ai quelques mots un peu claqués, un minimum travaillé. Quoi qu'il en soit, on manque pas d'inspiration, nous. Bien qu'on se prenne la tête pour élire notre président bien à nous. Et ouais, pour pas changer, je vais vous parler de nos politiques hors pair, de tous leurs travers et même de quelques petits impairs. Hommes politiques tout plein de glorioles pendant la campagne, nous sifflent comme des rossignols tous leurs programmes. Aussi bon que Lionel Messi avec un ballon, vous êtes champion pour nous faire de la politique distraction. Aussi bon que Lionel Richie, de vrais mélomanes, pour nous faire chanter des chansons. Hypnotiser les esprits faibles avec un discours qui met la pression, ou faire miroiter une société parfaite où tout le monde toucherait le million. Il n'y a pas que les chemises qu'on devrait déchirer, mais aussi une certaine aptitude à nous rire au nez. Sûr qu'on n'est pas tous diplômés, mais je te promets qu'on a tous droit au respect. Avec le même engouement pour remplir ma feuille d'impôt, va falloir aller voter bientôt. Pour recevoir, paraît-il, il faut savoir donner. On tend toujours nos mains vers le haut. Je crois qu'attendre un truc de votre part, faudra se lever tôt. Exemplaire, oui, vous l'êtes. Je sais aujourd'hui tout ce qu'il ne faut pas faire pour être malhonnête. Moi, le basané, barbu, banlieusard, paraît que je dois en faire 100 fois plus pour paraître intégré. Dans quelques jours, ça vote pour 5 ans. Mais en tête restent quelques mots qui résonnent. Racisme, costume, coco, scandale, sourcil, finance. C'est fou, mais avouez que cette campagne présidentielle n'inspire que très peu confiance. Toujours déçu de ces hommes et femmes qui prétendent avoir la réponse à nos mots. Vous étonnez pas si le peuple vous prend pour de gros mythos. On n'a pas cette chance d'être tous des évadés fiscaux. Nous aussi, on aimerait fuir cette réalité. Tu sais, celle qui te casse le dos. Politique, terreau des préjugés, des clichés, profits avérés et dents aiguisées. Te parle de paix à coups de bombes, de démocratie sans équivoque. Te parle de terrorisme, mais te disent pas ce qui le provoque. Un proverbe arabe dit qu'avant de décocher les flèches de la vérité, il faut tremper les pointes dans du miel. Désolé, mais quand on vous voit, faudrait tremper les balles dans de l'adamantium. Moi, j'ai opté pour du slam engagé en essayant d'être aussi fin qu'une feuille d'aluminium. Les yeux grands ouverts, mais ils ne nous voient pas. Le cœur qui bat, mais pas pour ce que tu crois. Politique réglée sur l'heure du capital. Parie que le prochain président te parlera d'un nouvel ordre mondial. Ouais, des gens déconnectés. Ce n'est pas un récital, mais plutôt le festival. Et comme d'habitude, je termine en citant quelqu'un de bien. En politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables. Ainsi parlait Georges Clemenceau. Alors soyons tout de même cléments. La politique serait-elle le terrain de jeu pour les sots? Merci. Merci Hicham, merci. Ça va, personne s'est senti visé par Hicham Terak, non? Tout va bien? Je ne visais absolument personne. Non, mais je demande, on sait jamais. S'il y a quelqu'un qui se sent visé, c'est que c'est une pure, je sais pas, c'est comme dans les films, ce qu'on met à la fin, une pure coïncidence. Une pure coïncidence, très bien. Alors, on va maintenant ouvrir un nouveau chapitre, le vivre ensemble. C'est vrai qu'on s'aperçoit au travers de différents émissions, différents programmes, différents débats que on a tendance un petit peu à menacer quelque part ce vivre ensemble. Comment l'entretenir? On a aussi, pour faire simple et pour essayer d'être le plus clair possible, une composante de la société que sont les franco-musulmans de France, qui est donc la deuxième religion de France, qui se sont un petit peu stigmatisés. Et il y a de quoi, au travers des discours, agressés par des mots, par des invectives, toujours la même chose aujourd'hui dans les médias. Comment concrètement entendez-vous justement remettre de l'ordre et que tout le monde puisse vivre avec ses différences culturelles, certes, mais se rejoindre finalement en un principe et en une devise, la France, qui est notre beau pays, que nous devrions partager à tous
ensemble avec nos différences, nos spécificités. Du côté de chez Jean-Luc Mélenchon, Laure Manès, est-ce qu'il y a concrètement aujourd'hui des choses qui sont proposées pour justement remettre du vivre ensemble, pour que tout le monde se sente bien dans ce pays? C'est vrai que c'est un vaste sujet et qui nous tient beaucoup à cœur aussi. La première mesure qui me vient à l'esprit, c'est justement de lutter contre les discriminations. Et par exemple de mettre dans les quartiers populaires en particulier un récépissé pour les contrôles d'identité, pour que parce qu'on est noir ou parce qu'on est arabe, on ne soit pas contrôlé 15 fois par jour par les policiers. C'est aussi faire en sorte justement de rétablir une police de proximité qui soit davantage axée sur le lien social plutôt que sur la répression. Enfin, c'est plusieurs axes comme ça de police de proximité qui a été supprimée sous le mandat Sarkozy, on rappelle. Voilà. Et qui pourtant apportait quelques chiffres. Vous poserez la question tout à l'heure à Yann. Ça, ce sont là des propositions concrètes du côté de chez Emmanuel Macron, Aïna Kerik. Qu'est-ce qui est proposé justement pour remettre du vivre ensemble? Je sais que je me répète, mais c'est important qu'on soit musulman, juif, athée, chrétien, bouddhiste ou je ne sais quoi encore. On doit se retrouver autour d'une seule finalement d'un rassemblement autour de ce beau pays qu'est la France. Où sont passées ces valeurs, liberté, égalité, fraternité? Alors notre candidat évidemment prend en compte que dans notre pays nous avons la chance d'avoir cette richesse qui vient de beaucoup de cultures et que aujourd'hui on nous parle de ce que c'est qu'être français, de qui, comment on se sent français. Je pense que c'est une idée au-delà des papiers, au-delà de la reconnaissance au niveau de l'État. C'est aussi un état d'esprit et c'est aussi l'amour d'un pays. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de reconnaître qu'évidemment on a toute cette richesse, qu'on l'accepte et d'ailleurs c'est ce qu'il souhaite porter comme message d'être représenté aussi. C'est-à-dire que toutes les communautés, toutes les religions qui sont dans notre pays puissent être représentées. Et au sein de notre mouvement, c'est aussi l'objectif d'être représenté par toute cette diversité qui fait notre pays. Thomas Rose, du côté de chez Lutte ouvrière, le vivre ensemble aussi, c'est un aspect, un élément important de la campagne? Écoutez, moi ce que je tiens à dénoncer, c'est tous les discours des racistes, démagogiques qu'on peut entendre aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, toute une partie de la population, notamment la plus populaire, celle des quartiers, peuvent se sentir aujourd'hui stigmatisés, désignés comme, on va dire, une cinquième colonne, des traîtres potentiels. Et moi, ça me choque. Ça me choque quand ça vient, bien sûr, de l'extrême droite, mais ça me choque aussi quand ça vient d'autres courants, notamment les Républicains, quand j'entends François Fillon. Nous, avec Nathalie Arthaud, on n'a qu'une patrie, nous. C'est l'humanité. Et je tiens à dire... Oui. Et je tiens à dire que nous sommes pour effectivement la libre circulation des hommes à travers les frontières. Et nous sommes pour l'accueil de tous les réfugiés aujourd'hui. Nous sommes pour l'accueil de tous les migrants. Oui, ça c'est le programme de Nathalie Arthaud, parce que nous sommes internationalistes et nous pensons effectivement qu'on pourrait vivre sur cette planète tous en harmonie, en paix. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, du fait notamment de la puissance impérialiste qu'est la France. Je vous rappelle que la France aujourd'hui est un pays en guerre. Hollande a engagé les forces françaises dans différents pays. Et ben moi ça, je le dénonce. Et avec Nathalie Arthaud, oui, moi je suis pour faire en sorte qu'aujourd'hui, la France, elle ne s'occupe pas d'intervenir en Syrie, en Irak, en Afrique, et qu'elle accueille réellement les réfugiés. Il serait simple, avec les moyens qu'on a, de faire passer des gens en Méditerranée en toute sécurité. C'est indigne aujourd'hui, la situation qui est donnée aux migrants. Yann Velli, votre candidat, pardon de vous le dire, Est-ce qu'il peut m'être permis juste de saluer la qualité artistique et littéraire du slam qu'on vient d'entendre? Ça m'a fait penser, durant mes jeunes années, à quelques beaux textes de la Funky Family ou parfois d'NTM. Je vois qu'on est chébran du côté des LR. On est chébran. Attends, qu'est-ce que tu crois, toi? Mais le rap, et ça m'a fait penser à C'est arrivé près de chez toi, presque sous ton nez, etc. C'est ça, c'est un petit peu ça. Il y avait un petit clin d'œil peut-être à relever, en tout cas. Merci. Yann Velli, aujourd'hui, votre candidat, votre candidat a quand même aussi, il faut le dire, a quand même. S'il faut le dire, dites-le. Non, mais oui, je le dis, Yann Velli. Votre candidat a eu des mots regrettables, a stigmatisé aussi par ses propos, ses engagements, son livre. On n'a qu'à le lire. Aujourd'hui, il stigmatise concrètement, clairement, une communauté,
les franco-maghrébins, les musulmans. Je n'ai pas ce sentiment. En tout cas, je n'ai pas cette lecture. En tout cas, les gens l'ont. Donc, il faudrait que vous vous expliquiez là-dessus alors. Écoutez, vous parlez du vivre ensemble. Qu'est-ce qui nous réunit tous ici ? On supporte des candidats différents, mais il y a quelque chose qui nous anime tous, c'est qu'on a envie d'améliorer le cadre de vie des gens. On a juste des méthodes différentes. Moi, je voudrais, juste par rapport à cette question du racisme, de la xénophobie et de tous ces rejets de population, en fait, de ce qui n'est pas soi, de ce qui nous ressemble pas. Moi, je crois beaucoup en la connaissance. Je pense qu'il faut apprendre à connaître celui qui est différent de nous. Je prends un exemple. Est-ce que les Occidentaux savent tout ce que la culture arabe a apporté à l'Occident ? Par les sciences, par les mathématiques, dans l'histoire, par le commerce, avec Carthage. Il me semble que la connaissance est la clé, d'où on parle d'une mesure spécifique. J'évoquais tout à l'heure les modules dès le collège d'ouverture au monde. Et ben ça en fait partie. Je pense que on devrait travailler contre l'oubli. Alors, je pense. Si. Pardon, j'ai mal. On devrait travailler contre l'oubli, je pense. Contre l'oubli. Mais concrètement, j'ai envie de vous demander une chose, c'est vous dire que c'est bien beau qu'on veuille combattre tout ce qui, les discriminations et tout, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qui est fait à l'école pour pouvoir justement inculquer un programme fait pour prôner ce vivre ensemble? Expliquer aux enfants concrètement ce que c'est que vivre ensemble. Oui, ça démarre dès l'école, vous avez raison, parce que là, on parle de ça, on parle de loi. C'est pas avec une loi qu'on va changer la mentalité des gens, parce que ça va rester quand même dissuasif. Ensuite, la deuxième chose, c'est la France a toujours été une terre d'asile. Alors qu'on prenne des mesures pour pouvoir accueillir des migrants, des réfugiés, c'est tout en honneur de la France qui est le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Mais il n'empêche que quand on est ici présent, qu'on soit d'une couleur de peau ou d'une religion ou autre chose, on est toujours stigmatisé. On est considéré comme un Français de seconde zone. On est même considéré comme un Français qui n'est pas de souche. Et ça, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir créer cette unité dans ce pays, dans cette belle France? Elle est où? Si vous permettez, parce qu'il faut savoir aussi, quand on n'a pas d'unité dans un pays, l'économie ne peut pas marcher. Il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit fiers d'être français, qu'on se sente, qu'on nous laisse le droit de se sentir français. Faut pas on nous donne pas forcément la chance de se sentir français, de dire que je suis fier d'être français, parce qu'on est des Français pas dits de chouche, donc pas des vrais Français. Yann Vallée. J'entends parfaitement ce que vous dites. Est-ce que j'ai le droit de raconter juste une anecdote personnelle? Pourquoi j'ai commencé l'élément déclencheur qui m'a guidé vers la politique? J'avais 16 ans. J'étais dans le bus, avenue de Laon ici, pas loin d'ici. Le contrôleur du bus, alors que j'étais accompagné de mon meilleur ami qui n'a pas la peau de la même couleur que moi, qui est d'origine ivoirienne, a demandé son ticket, il lui a tendu, et moi, naturellement, je fais le même geste, et il m'a dit « Non, monsieur, vous, c'est pas la peine ». Voilà. Là, c'est un élément qui, moi, a commencé à me faire, à 16 ans, on dit « Tiens, il y a un truc qui va pas ». Mais ce rejet, est-ce qu'il est vraiment du point de vue d'une différence de couleur de peau, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une nature à rejeter ce qui n'est pas soi? On peut se sentir rejeté et sans forcément avoir une peau de couleur différente, ou on peut se retrouver dans des situations, dans un recrutement par exemple, ou de pas avoir les handicapés par exemple. Je suis pas le fils d'eux, donc peut-être que ou je suis pas le neveu de machin et du coup il est passé devant moi alors que moi j'ai un meilleur CV que lui. On peut se retrouver dans des tas de. Mais puisqu'un proverbe arabe a été évoqué tout à l'heure, je vais en évoquer un autre, un proverbe africain, béninois je crois, l'arbre qui se couche fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Je pense qu'on se focalise beaucoup trop sur l'arbre qui se couche et pas assez sur la forêt qui pousse. Il y a plein de bons exemples à montrer, de quelle que soit l'origine sociale, l'origine religieuse, l'origine culturelle. Il y a plein de bons exemples à mettre en exergue. Je pense qu'on ne parle pas assez du positif dans ce pays et que ça apporterait beaucoup de réponses dans ce sens. Permettez-moi de vous dire, Yann Veli, que si votre candidat parlait comme vous, je pense qu'il aurait une autre image aujourd'hui. Ah, on a la pub qui arrive bientôt, tout de suite. On a la pub qui arrive, dit-on, du côté de Paris. Donc on passe à la pub. On passe à la pub et on continue notre entretien, notre débat. C'est central dans la philosophie de notre. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 en direct de Reims évidemment pour une émission en live et en public du Café Le Floyd, 34 avenue de Paris à Reims. Vous êtes les bienvenus pour cette émission Le Grand Forum avec Christophe et ses invités en direct. Absolument, accompagnant de aussi Hicham Terrak, Jean-Marc Zébélus, Tarek Mami qui sont avec moi aujourd'hui. Pour en parler juste avant la pub du Vivre Ensemble, on était tellement bien d'ailleurs que j'en ai oublié la pub. Damien Landini, du côté de chez Benoît Hamon, ça c'est un volet important du candidat Benoît Hamon, le Vivre Ensemble. On sait qu'il a eu, je crois, lors du premier débat sur TF1, une conclusion qui a été assez remarquable en la matière. Oui, Benoît Hamon a une cohérence depuis des années sur cette ligne-là. Mais ce que je voudrais, on peut entendre des beaux discours de la part des Républicains. Après, faut qu'on s'entende quand même de la réalité de notre pays et aussi de la définition du vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, qu'est-ce qu'on met derrière? Le vivre ensemble, ça peut être tous entre nous, chacun chez nous, la France aux Français, les Français de souche, les Rémois de souche, je l'ai même entendu lors des dernières municipales, et puis tous ceux qui sont un peu différents, on les met ailleurs, on les met de l'autre côté, soit sur leur couleur de peau, leur religion, on estime qu'ils sont impurs et autres. Ça c'est une façon de voir le vivre ensemble. L'autre façon de voir le vivre ensemble, ça peut être aussi, on est tous dans un groupe de façon communautaire, chacun dans son coin, les privilégiés dans un coin, les autres là, une vision un peu peut-être anglo-saxonne. Et puis après, il y a une dernière vision, c'est le vivre ensemble au sens pur du terme, c'est-à-dire on vit ensemble, on a une seule entité, on va dans le même sens et on se respecte aussi les uns les autres. Sur cet aspect-là, c'est évidemment celle que la gauche porte, celle que Benoît Hamon porte, et il faut être clair. Aujourd'hui, on a des positionnements idéologiques et politiques qui stigmatisent en effet la religion musulmane, derrière tous les mots, la couleur de peau, et qui, derrière, pour une raison dogmatique, stigmatise ces personnes-là pour ne pas faire face aux réels problèmes que peut avoir la société. On parlait des écoles tout à l'heure. Dans les écoles de Reims, on peut voir la mixité, elle y est, les couleurs, elles sont différentes. Les mômes, ils ont 3, 5 ans. Dans l'école de mon môme, c'est comme ça. Il n'y a pas de question de la couleur, du machin. Damien, pardon. Les choses vont... Vous dites clairement qu'aujourd'hui, on se sert de l'islam pour éviter de parler des réels problèmes qu'a la France aujourd'hui? C'est une certaine réponse, en effet, idéologique, simpliste et voire raciste qui est utilisée dans le débat politique. Heureusement, on nous disait que la campagne des présidentielles devrait être sur l'identité nationale, sur la question de la religion et autres. On a réussi à éviter ça. Le débat a été plus large que ça. Mais néanmoins, certains partis politiques, par ces positionnements-là, par ces prises de parole. Moi, les Républicains, je veux bien entendre les proverbes arabes ou africains, mais derrière, moi, j'entends ce que dit François Fillon, ce que dit Éric Ciotti, ce que dit Monsieur Estrosi, ce que dit toute une certaine bande. Donc, à un moment, il faut avoir une cohérence politique. Si on soutient ces gens-là, on ne dit pas l'inverse quand on est à la radio. Non, derrière, les positionnements... Donc, vous êtes en train de dire à Monsieur Velli qu'il dit l'inverse de ce qu'on peut entendre du côté de chez Républicains, c'est ça? On se rappelle du Karcher, hein. Yann Velli, vous êtes pris à partie là pour le coup là. Je veux bien un micro quand même pour me défendre. Oui, je vous en prie, allez-y. Le Karcher, il me semblait pas que ça venait de François Fillon. Non, c'était Nicolas Sarkozy. Voilà. 2005. Voilà. J'entends beaucoup de choses de la part du Parti socialiste. J'entends pas vraiment pour l'instant des propositions. J'ai juste compris pour l'instant que la dette, ils s'en moquaient éperdument, mais concrètement, en termes de propositions substantielles pour le vivre ensemble, j'en ai pas tout à fait entendu. Donc si c'est possible aussi d'évoquer la question des programmes, on est là pour confronter des idées, confronter des projets. C'est les Français ensuite qui tranchent. Alors, on va aussi, on aura le temps d'y revenir, bien entendu, mais on va aussi élaborer, si vous le permettez, assez rapidement, quoique c'est un problème quand même qui est important, le terrorisme aujourd'hui en France. On a eu cette vague d'attentats en 2015 en France, Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice bien sûr, et différents également tentatives, comme une nouvelle hier qui a été déjouée du côté de Marseille. Concrètement aujourd'hui, quelle est la solution pour essayer de stopper, parce que là pour le coup c'est pas une hémorragie, c'est vraiment une inquiétude, j'allais dire nationale. Comment faire justement pour lutter contre le terrorisme concrètement, sans stigmatiser personne, sans prendre en otage justement une religion, parce que c'est vrai que ces individus qui se réclament et qui font ça au nom d'une religion
toutes bien pensantes que nous sommes aujourd'hui, savons très bien que évidemment tout ça n'a absolument rien à voir avec la religion. Et on demande d'ailleurs pour quelques candidats, il a été demandé quasiment aux musulmans de venir se justifier en quelque sorte, aller dénoncer cela alors qu'ils n'ont pas besoin de le faire. On rappelle quand même qu'à Nice, il y a eu des musulmans touchés, au Bataclan, il y a eu des musulmans touchés. Ces imbéciles, pardonnez-moi du terme, quand ils commettent ce genre d'actes, ils ne choisissent pas finalement s'il y a un endroit par des musulmans ou pas. Ils s'en fichent. Voilà. Alors comment concrètement lutter contre le terrorisme? Est-ce que ça passe aussi par peut-être revoir nos différentes interventions dans le monde? Est-ce que comment accueillir ceux qui sont partis en Syrie, qu'on a aussi quelque part laissé partir? Parce que je vous rappelle aussi que pendant 2 ans, les mineurs pouvaient quitter le territoire sans autorisation paternelle. Ça a été rétabli que 2 ans après, donc ça a duré 2 ans et a permis à beaucoup de mineurs de pouvoir quitter le territoire. C'est absolument scandaleux d'entendre ça aujourd'hui. Du côté de chez Jean-Luc Mélenchon, la menace terroriste, est-ce qu'on la prend vraiment au sérieux? Bien sûr qu'on la prend au sérieux. Et c'est vrai que c'est des actes qu'on ne peut que condamner. Après, justement, il faut aussi s'interroger sur les causes de ce terrorisme-là. Et notre action, quelque part menée à l'international, elle a aussi des répercussions ici, il faut en être conscient. Et c'est pour ça que là-dessus, il dit clairement qu'il faut arrêter cette hypocrisie de partenariat avec tout ce qui est pétromonarchie comme le Qatar. Il faut aussi arrêter d'aller vendre des armes qu'on a pu retrouver justement en Syrie aujourd'hui et s'étonner ensuite qu'elles se retrouvent entre les mains de terroristes. Donc c'est oui, arrêter avec toute cette hypocrisie et prendre le problème vraiment à la racine. Oui, alors justement, qu'est-ce qu'on fait des gens qui reviennent de Syrie par exemple? Est-ce qu'on les met en prison? Qu'est-ce qu'on en fait? Vous me parlez de... Oui, de ces terroristes, de ceux qui sont partis en Syrie, bien sûr, ceux qui ont quitté le territoire, ceux qui reviennent. En prison, c'est pas forcément la bonne solution, mais il est clair que ceux qui reviennent de Syrie auront besoin d'un suivi. J'ai oublié celle qui s'occupait de l'association, mais qui fait ça très bien, justement, qui accompagne les jeunes, et forcément qui auront besoin d'une forme de transition en revenant ici. Ouais. Donc pas forcément passer par le système carcéral, mais au moins des mesures comme ça... Yann Velli, on sait que François Fillon, là aussi, parle beaucoup du terrorisme, parle beaucoup de l'islamisme, etc. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ce terrorisme? Comment on va éradiquer ce problème? C'est un sujet majeur, c'est normal d'en parler, il est même mieux encore d'agir. 2 choses, le terrorisme, mais en même temps les terrorismes, parce qu'il n'y a pas que le terrorisme islamique radical, il y a plein d'autres formes de terrorisme. Aujourd'hui, celui qui nous frappe, et celui-ci, il est identifié ainsi, et c'est vrai que il n'y a qu'une politique de renseignement convergente entre les pays membres de l'Union européenne et aussi du niveau local au niveau national, un croisement d'informations, ça c'est très important. On a vu encore la réussite de nos agents des renseignements récemment, et ça c'est un vrai travail de fourmi également. Développer le système de renseignement. Voilà, et au niveau européen, du local au niveau national en France, et des convergences européennes et un partage de renseignements. Il y a aussi autre chose. Moi j'entends beaucoup le lien entre peut-être vous choquer, j'en sais rien, je le dis, entre Daesh et l'islam. Moi, je vois aucun lien entre Daesh et l'islam. L'islam, ça n'est pas ma religion. Moi, je suis de confession catholique, j'ai été éduqué comme ça. Mais pour moi, l'islam, c'est un message de paix et d'amour. Je vois absolument pas. Mais pourquoi vous voudriez vous choquer avec ça? Ça paraît, c'est tellement d'un bon sens. Non, mais j'entends bien. Non, mais je dis pas vous choquer personnellement, mais surprendre en fait je n'aime pas que ce terrorisme. Par rapport à la position de votre candidat, c'est ça que vous voulez dire? Non, je n'aime pas que ce terrorisme soit identifié comme islamiste. Pour moi, ça n'est pas une religion. Religion, c'est relier les hommes les uns aux autres. Pour moi, ce terrorisme, c'est une secte. Parce que on y rentre facilement et on en sort presque jamais vivant. Ça, je pense qu'il y a beaucoup plus à faire en termes de lutte contre les dérives sectaires, pour lutter contre ce type de choses, qui va aller chercher des enfants et des adolescents parfois désemparés, qui manquent de repères pour les emmener, pour en faire de la chair à canon. Mais je ne vois pas vraiment de lien religieux dans tout ça. Ouais. Merci. Moi, je voudrais juste rajouter un mot hors contexte pour que les auditeurs de France Maghreb 2, que je sois clair avec eux. Si monsieur le représentant aujourd'hui de monsieur Fillon était hier à RMC, je pense qu'il y a quelques voix qui auraient pu être repêchées parce que c'est un discours qui est très minoritaire aujourd'hui dans la campagne. Et au sein même de la famille des Républicains. Il y a un KM qui le tenait, il y a Juppé.
Vous étiez sur un camp, vous m'avez dit au primaire, et je me suis jupé avec son idée de France heureuse ou quelque chose dans ce genre. Moi, je voudrais juste, Christophe, remarquer qu'il y a certains qui vont au micro, qui le prennent, et que d'autres qui attendent qu'on leur passe le micro. Donc, il faudrait les bousculer de temps en temps. Donc, on a. Du côté du mouvement En Marche, par exemple, on est un peu timide. Oui, mais de côté d'Allo, encore plus. Je sais que c'est un homme qui représente une femme, mais c'est pas une raison pour qu'il n'arrache pas son micro. Alors, Aïda Kurik, du mouvement En Marche, le terrorisme, évidemment, on en parle depuis tout à l'heure, un volet très important, une inquiétude, j'allais dire, nationale. Aujourd'hui, comment fait-on pour stopper et mettre fin à cette terrible période que la France a traversée, et pour essayer justement de guérir un peu les plaies? L'inquiétude, elle va bien au-delà de nos frontières. Effectivement, il est très important d'agir sur plusieurs mesures. Donc nous, au niveau national, il est important déjà de renforcer évidemment la sécurité, mais pas uniquement, c'est le renseignement. Le renseignement en premier. Donc là, vous êtes d'accord avec la position de Monsieur Yann Valli, pour le coup, là, pour les renseignements? Le renseignement, oui, on développe le renseignement, c'est très important parce qu'il faut anticiper ce genre de choses. Il faut anticiper et non pas prévenir guérir derrière plutôt. Même si effectivement, avec la crise qui se passe avec la Syrie et tous les migrants qui maintenant viennent vers l'Europe, il est aussi important de les accueillir. Parce que maintenant la situation est très grave, qu'il y a des vies en jeu. La France était engagée à accueillir des migrants et elle est très 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 loin du compte. On n'a absolument pas accueilli le nombre de personnes auxquelles on s'était engagé. Aujourd'hui, il y a à peine 10 000 personnes qui sont entrées sur notre territoire. C'est même pas un tiers de ce qu'on avait promis. Donc déjà, c'est d'assumer nos engagements et notre candidat souhaite évidemment atteindre ce chiffre, atteindre au moins ce chiffre qui est, il me semble, au-delà de 30 000 migrants qui devaient être accueillis sur notre territoire. Lutte ouvrière, Thomas Rose, lutte ouvrière pour le terrorisme, pour essayer de stopper cette hémorragie, pour remettre, essayer de tenter de guérir les plaies. Écoutez, déjà, il faudrait arrêter la politique qui est menée depuis des années au Moyen-Orient, qui a pour cause le pétrole. Faut pas se leurrer, le pétrole, le gaz. Parce que les grandes puissances impérialistes dont la France fait partie interviennent là-bas, ou aussi en Libye. Avec Sarkozy qui était intervenu, en Libye avec l'Angleterre, pour se partager en fin de compte le pétrole et le gaz. Alors nous, avec Nathalie Arthaud, on condamne en Libye. Et on condamne ces interventions impérialistes, nous, avec Nathalie Arthaud. Et on demande justement le retrait des troupes françaises. Et que les moyens qu'on consacre à balancer des bombes sur des populations, on les consacre effectivement à faire venir les migrants en sécurité qui traversent la Méditerranée. Et je pense qu'aussi, on peut pas évacuer la question du Moyen-Orient. Vous savez, il y a un terrorisme d'État chez Israël qui est pas dénoncé. Parce que aussi ça compte, ça pèse. De voir que moi je suis pas d'accord avec l'ONU, parce que l'ONU c'est une bande de brigands quelque part, l'ONU. Parce que les résolutions qui sont prises contre Israël ne sont jamais appliquées. Alors oui, il y a 2 poids 2 mesures. Il y a 2 poids 2 mesures dans cette société, comme il y a 2 poids 2 mesures, vous savez, dans la vie quotidienne ici. Parce que ce qui faisait quand même la force du mouvement ouvrier, c'est que travailleurs français, travailleurs immigrés, une seule classe ouvrière. Et c'est aussi comme ça, quand on parlait d'intégration tout à l'heure, que les travailleurs immigrés s'intégraient, qu'ils soient polonais, qu'ils soient italiens, etc., dans les luttes collectives. Et moi, ce que je peux souhaiter, c'est qu'on redéveloppe les luttes collectives contre nos vrais adversaires, contre nos vrais ennemis, que sont les bourgeois capitalistes qui mettent le monde en coupe réglée aujourd'hui. Qui aujourd'hui, pour protéger les intérêts d'Areva, font intervenir l'armée française au Niger, au Mali. Pour protéger les intérêts de Total, font intervenir l'armée française en Irak, en Syrie, en Libye. Et ben moi, avec Nathalie Arthaud, on condamne ces interventions impérialistes. Damien Landini, sur le terrorisme et sur ce que vient de dire d'ailleurs Thomas Rose, qui... quand même est un constat assez intéressant. Je pointe qu'avec les partis de gauche, que France Insoumise ou Lutte ouvrière, on se retrouve sur des dénonciations au niveau international et le rôle de l'argent dans la géopolitique. Revenir sur un élément, on parlait des renseignements, que ce soit Emmanuel Macron ou Fillon, oui. Mais c'est quand même Sarkozy aussi de mémoire et la droite sous couvert du centre qui ont aussi détruit les renseignements généraux dans notre pays il y a quelques années. Alors après aujourd'hui on vient nous dire il faut les remettre parce qu'on a fait une connerie, mais il faut juste dire qu'on a fait une connerie quand même. Et pour faire le lien par rapport à ça, une vraie question, on va parler de l'international, mais une question dans nos quartiers. Il faut qu'on se pose aussi la question, pourquoi nos jeunes
aujourd'hui se pose la question, se tourne vers le fanatisme religieux et vers le terrorisme in fine. Pourquoi ces gens-là qui ont 14, 15 ans dans nos quartiers partent là-bas vers quel est leur projet de société si c'est celui-là? C'est-à-dire qu'on a manqué quelque chose. Et pour faire le lien avec ce que disait Thomas Rose, oui, le problème d'intégration, on les a désintégrés et ils ont 14 ans ces membres-là. Et juste pour faire une remarque, le week-end dernier à Reims, qu'est-ce qui s'est passé? Un jeune de 18 ans, il est allé dans une boulangerie avec un couteau, il a été braqué quelque chose. Pourquoi il faisait ça? Parce que il voulait de l'argent pour s'émanciper de ses parents. Ce jeune-là, il était parti. Il aurait été sous d'autres yeux, il aurait peut-être été chercher quelque chose vers le terrorisme ou autre. Parce que ces mômes-là, ils sont totalement désintégrés. Alors, on a les anglo-saxons qui sont sur du communautarisme. Peut-être la société est organisée chacun dans son coin. Nous, on est une république et on est sur une société d'intégration. Mais malheureusement, c'est ambitieux, c'est beau de dire on intègre, on a réussi à travers, moi je viens d'origine italienne, mes grands-parents, ils se sont intégrés, pas forcément facile l'héritage au début, mais ils se sont intégrés par le travail, par la société et autres. Mais aujourd'hui, ce travail d'intégration-là, il est rejeté. Et pourquoi on n'y arrive pas? Parce que socialement, on ne se donne plus les moyens et que la discrimination sociale, et notamment pour ces jeunes, ces jeunes en difficulté, ces jeunes qui sont souvent dans des quartiers difficiles où il n'y a plus de services publics, il n'y a plus une bonne école. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, ces mômes-là, ils sont perdus. Alors oui, en France, on a aussi une vraie réflexion à faire, sociale, pour résoudre des problèmes de ce type-là. Alors je rappelle que Christophe, que nous sommes toujours à Reims, du côté du café Le Floyd, 34 avenue de la République, Paris, voilà, de Paris, pardon. Pour donc un LGF délocalisé ici à Reims. Dernier LGF délocalisé, puisque dans quelques jours, dans 3 jours, 4 jours, nous allons voter, et qu'on rappelle donc la devise de France Maghreb 2 de la bouche de sociologue Abdelmalek Sayad, qui était donc le partenaire de travail sociologique du sociologue Pierre Bourdieu, et qui disait exister, c'est exister politiquement, et donc dimanche, on doit tous aller voter. Pour les uns, pour les autres, on a quand même 11 candidats. Il y a défaut mettre un papier blanc, un papier rouge, un papier vert, mais il faut faire reculer le premier parti de France, que l'abstention. Les politiques comprennent le langage de la force sociale, et si on arrivait à 95% de participants, y compris avec 25% de bulletins nuls, le message sera reçu, alors que si on participe à 70% et qu'il y a 30% d'abstention, la marge de manœuvre pour les politiques d'espérer gagner reste grande. Moi, je voudrais juste intervenir sur un terme que j'entends trop souvent, on parle de jeunesse intégrée ou désintégrée. Le souci, c'est que la jeunesse là qui arrive, qui a 20 ans, elle est née en France, donc elle n'est pas intégrée. C'est-à-dire qu'elle est française. Moi, par exemple, Hicham, aujourd'hui, 39 ans, je le sais, je ne l'ai fait pas. Je suis né au Maroc. Moi, je suis né au Maroc. Ouais. Je suis né au Maroc aujourd'hui, donc quand j'ai des discours, des fois, j'ai eu des discussions, on me disait, ouais, Hicham, t'es bien intégré. Chez moi, quand je suis né au Maroc, je suis arrivé, je devais avoir 3-4 ans en France. Donc l'école française, j'ai même eu la chance de défendre les couleurs à travers le sport de ce beau pays-là. Mais aujourd'hui, pour moi encore, qu'on me dise ouais, tu t'es bien intégré, je peux encore un petit peu comprendre le discours. Sauf que quand je vois les petits frères, les fameux petits frères, qu'ils soient alors en banlieue, pas en banlieue, en province ou quoi que ce soit, mais quand on dit qu'ils sont pas qu'il y a un problème d'intégration, je suis pas d'accord. Clairement, je suis pas d'accord parce que ils ont tout eu en fin de compte. Ils ont utilisé tout ce que la France leur a proposé. Maintenant, il y a des choix, il y a des manques. Alors peut-être que c'est l'école, peut-être que c'est des manques de moyens, je sais pas. Mais il y a certains termes qui, pour moi, ne peuvent plus être réellement utilisés en fait, tout simplement. Avec vous, mais je pense que c'est pas vraiment. Je pense que Nathalie Arthaud fait le même constat à Aubervilliers. C'est pas tellement les jeunes qui sont pas intégrés. Hein, et juste un petit correctif quand on dit les jeunes se radicalisent ou nos jeunes se radicalisent, faut faire attention. C'est une infime minorité. Moi, j'ai des classes qui sont, comment dire. J'en ai rencontré un une fois. Les jeunes, ils se sentent d'ici. Hein, vous savez, ils sont. Et parfois, ils se sentent pas d'ici. Et ils ne sont pas non plus d'ailleurs d'où ils viennent. Hein, ils sont juste sur cette question. Si vous permettez. Quand un gosse naît dans un pays, il est de ce pays. Et grandit dans ce pays, est-ce qu'il est le fruit de ce pays ou est-ce qu'il est le fruit des gènes de ses parents?
Eh ben moi je pense qu'il est le fruit de ce pays et en plus qu'avec les moyens nouveaux de communication, il est même du monde entier. Et c'est pour ça que moi, quand je suis prof, je leur dis moi je me sens citoyen du monde avant tout, parce que c'est ça qui compte. Hein, et sans discrimination de sexe, de religion ou autre, parce que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment on vit. Et les jeunes, par contre, les jeunes des quartiers, puisqu'il faut parler comme ça, par contre, ça c'est vrai. Ce qu'ils subissent, c'est des discriminations à l'embauche. C'est des discriminations au faciès. Hein. Toute la comédie sur les CV anonymes. Après, on va dire CV anonyme. Après, on va relever la photo. On va faire quoi? Le patron, quand il a un employé qui veut pas. Hein, parce qu'il est beurre, parce qu'il est africain, parce qu'il est femme. On n'aime pas le mot beurre sur France Maghreb 2. On est arabe ou on l'est pas. Donc, je sais pas comment le dire, moi je m'en. Voilà. Le beurre c'est dans les pâtes, mon ami. Okay. Voilà. On s'est compris. On s'est compris. Mais ça, c'est la discrimination sur l'embauche. Il y a la discrimination aussi sur le logement. Parce que c'est quand même à Reims, on le voit bien, il y a une discrimination sur le logement. Ils sont regroupés dans certains quartiers. Et donc, c'est ça qui est choquant. Ouais. Alors dans un instant, on va poursuivre et finir même ce débat parce que le temps passe très vite. Nous recevrons, cher Christophe, à la fin de l'émission, donc notre ami Ahmed Mechrifi, donc de l'association Amsir, et qui nous fait le plaisir, qui nous a pratiquement tout préparé ici. Vous savez, le meilleur truc, c'est que vous allez chez les copains, vous rentrez, on vous installe au salon et à la salle à manger, et on vous dit commencez à manger. Je reviens. C'est ce qu'a fait Ahmed aujourd'hui. Donc maintenant qu'on a bien consommé cette émission, Ahmed donc clôturera tout à l'heure cette belle émission. Avant cela, on va parler évidemment dans un instant. Je vous poserai une question. Si vous voulez rajouter un mot pour En Marche, allez-y. Prenez le micro. Vous êtes deux fois, vous arrachez le micro. C'est pas grave. Allez. Non. Alors je vous passe le mien. Allez-y. Aïna Kurik. Juste rapidement sur ce qui vient de se dire, je rebondis sur ce que disait Damien Lanzini. Effectivement, on nous parle beaucoup des jeunes, de l'intégration, des jeunes des quartiers, etc., de l'identité. Personnellement, j'ai été confrontée à ce genre d'identité. Quand vous parlez des jeunes qui sont nés en France et qui sont originaires d'un autre pays, je fais partie de ces jeunes. Moi, j'en ai 29 ans, donc je considère que je suis encore jeune. Et effectivement, et quand je vais dans mon pays d'origine et que je suis considérée comme une étrangère, je me rends bien compte que je suis française et qu'à aucun moment de ma vie, je ne me suis pas considérée comme française, mais que d'autres, par contre, ne m'ont pas considérée comme française ou ne m'ont pas considérée comme intégrée. Et donc, j'ai eu ce problème-là aussi de ne pas être embauchée parce que mon nom avait des consonances étrangères. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Il faut savoir où est-ce dans quel pays on veut vivre et comment on veut être français, comment on veut vivre en France. Et c'est là aussi où je reviens sur des mesures de notre candidat, justement en parlant de ces des emplois francs par exemple qu'il souhaite modifier dans les quartiers, parce qu'aujourd'hui on dit on demande aux entreprises de s'installer dans les quartiers pour embaucher donc justement jeunes ou moins jeunes de ces quartiers-là, sauf qu'aujourd'hui ils ont des crédits d'impôt en s'installant dans ces quartiers et ils vont chercher des employés sur d'autres secteurs. Notre candidat aujourd'hui imposera, ce sera plus l'entreprise qui sera le garant de ce crédit d'impôt-là, mais l'employé lui-même, l'employé qui devra, peu importe son âge, venir de ces quartiers-là justement pour pouvoir pousser à l'emploi et essayer de développer et qu'on arrête avec ces inégalités-là et qu'on arrête aussi avec cette hypocrisie en nous faisant croire qu'on met des choses à disposition sur ces territoires alors que ça n'était pas vraiment le cas, ce n'était pas vraiment appliqué. Merci Aïna. Pardon de nous couper, mais on doit partir pour la pub dans un instant. On va parler, ça va être assez rapide puisqu'on va vous demander de répondre par oui ou par non, pour ou contre le mouvement BDS. Ça intéresse nos auditeurs, ça nous intéresse aussi. Et puis un petit mot pour finir sur la politique étrangère et on en a commencé à parler tout à l'heure avec Thomas Rose. Le conflit israélo-palestinien qui aussi nous interpelle, nous intéresse. Là aussi, il y a beaucoup de réponses qu'on souhaite avoir aussi de la part de nos candidats. Puis bien sûr un petit mot aussi sur toute cette actualité très chargée sur un point de vue international. Quel serait le rôle de la France pour ces différents conflits qui sont ouverts maintenant depuis quelques années à l'international. Et on vous demandera, pour finir, en 1 minute, de nous dire pourquoi, dans 4 jours, il faudra voter pour votre candidat, juste après la pub en direct de Reims. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
Allez, de retour sur France Maghreb 2 en direct de Reims, dans le café Le Floyd évidemment, avec toute l'équipe du Grand Forum et Christophe et ses invités en direct sur France Maghreb 2. Absolument, merci beaucoup Medjed, en direct de Reims, du café Le Floyd, donc 34 avenue de Paris à Reims, où nous sommes installés. Si les visiteurs souhaitent venir nous rencontrer, peut-être que certains terminent le travail, peuvent faire un petit tour, peuvent venir nous dire bonjour, nous rencontrer. Quelques-uns et quelques-unes l'ont fait en tout cas. On va reprendre pour finir cette dernière partie de ce débat, et merci à tous en tout cas pour la qualité de ce débat que nous menons depuis 16h30 et début de cette émission en direct. Oui Jean-Marc, qu'est-ce qu'il y a ? Une petite question justement quand on parlait d'intégration très importante, je prenais un cas typique qui est celui de Saint-Denis, où on a ramené 50 000 personnes pour pouvoir travailler et les gens tout autour ne bénéficient pas de cet emploi, de cette délocalisation de ces entreprises qui se sont délocalisées pour avoir en retour des avantages sur l'imposition, sur pas mal de choses qui ont facilité leur implantation, mais il n'y a aucun retour pour les habitants, les gens tout autour des environs. Personne ne bénéficie. Donc, est-ce qu'il y a des candidats qui peuvent nous dire qu'est-ce qu'ils envisagent pour ce type de délocalisation, en fait, qui ne fait qu'appauvrir les habitants? Alors, en un mot, parce qu'il faut qu'on avance. Je crois qu'il faut peut-être aussi prendre en considération l'évolution du marché de l'emploi et des modes de recrutement pour qu'on soit le plus efficace possible. Aujourd'hui, envoyer des CV et des lettres de motivation de manière spontanée, ça marche pas. On n'a pas beaucoup de réponses. Si on en a, c'est extraordinaire. Et la plupart du temps, elles sont négatives. Le piston, ça marche plus vraiment. Ça dépend pour qui. Pardon. Ça dépend. Sauf à un certain niveau, pour moi, le piston marche très bien. Moi, je pense. Pas forcément, parce que embauche ma nièce, ça me rend service. Embaucher sa femme, ça marche, par exemple. Et en fait, on se rend compte que finalement, ça fonctionne pas super bien. Bon, par contre, il y a quelque chose qui se développe beaucoup, c'est la culture de réseau. C'est-à-dire être recommandé. Beaucoup de jeunes qui, pas forcément des quartiers, aussi dans le centre-ville, il y a beaucoup de jeunes qui, pendant leurs études, n'ont pas suffisamment étoffé leur réseau et ont été mis à l'écart de tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate que le recruteur a besoin, en plus d'avoir une personne visiblement très bien embauchable selon sa première impression, de savoir par qui il ou elle est recommandé, de manière à avoir un indice de confiance supplémentaire. Je pense qu'il y a des relais de recommandation à construire. Je pense qu'il y a des personnes à identifier qui sont capables de recommander certains ou certaines jeunes qui ont des talents, qui ont un potentiel et qui pourraient très bien accéder à cet emploi-là. La question de Jean-Marc Zébélus, Thomas Rose, vous l'avez compris, je suppose. Comment faire justement pour faire bénéficier prenons l'exemple de Saint-Denis, le Stade de France, on promettait un secteur et des emplois à la clé, en fait il n'en est rien. Sauf qu'avant que Jean-Marc n'en 5 secondes, ce genre de raisonnement, je l'admets, c'est la norme française d'aujourd'hui, le réseautage. Sauf que le réseautage n'est-il pas un communautarisme? Thomas Rose, sur les entreprises qui s'implantent dans ces zones allègement fiscal, c'est des chasseurs de primes la plupart du temps. Ils viennent pour faire plus de bénéfices. Et vous savez, si on veut vraiment rétablir une égalité, il va falloir aussi interdire les licenciements. Je pense à l'usine PSA d'Aulnay, où il y avait une forte communauté diverse, africaine, maghrébine. La famille Peugeot, qui est riche à milliards, souvenez-vous, il y a 3 ans, ils étaient proches de la faillite. Là, ils ont racheté General Motors. Voyez, moi, je suis pour l'interdiction des licenciements et je veux qu'on la mette en place. Ça sera un rapport de force collectif et qui pourra se faire travailleurs français, travailleurs immigrés ou travailleurs, comme vous l'avez dit, de la 2e, 3e, bientôt 4e génération. Oui, moi, ma patrie, c'est les travailleurs et je pense qu'on doit imposer ces règles-là au patronat. C'est ça qui changera la vie aujourd'hui dans la société. Damien Landini, du côté du Parti Socialiste, pour répondre concrètement à cette question. Par rapport au cas présent, on fait le même constat. On trouvera toujours moins cher ailleurs. Si on veut continuer la délocalisation, on ira toujours chercher moins cher. Comment fait-on alors ? Si à un moment l'État ne régule pas, et on le voit sur l'Europe, on nous dit libre concurrence, pas de fiscalité, rien du tout. La norme sur les travailleurs détachés dans les travaux publics, au-delà de Saint-Denis, c'est exactement ça. On va chercher des personnes des pays de l'Est qu'on va mettre sur des chantiers. Moi, je travaille dans les travaux publics. On voit ça. Les mecs, ils viennent pendant une semaine, ils sont dans une caravane et autres. On trouvera toujours moins cher. Donc, la question, c'est de ne pas laisser ces entreprises faire ça. Donc, en effet, il y a des normes sociales, il y a des normes aussi européennes, des normes sur le contrat social, des normes sur le droit du travail. Ça repasse par de l'inspection travail, ça repasse par de la régulation européenne, se battre sur l'Europe. Là aussi, on n'en a pas parlé pendant 2 heures, mais
on a des candidats qui disent l'Europe, on la laisse exactement pareil, tout va bien. Mais on est en train de se battre au lieu qu'on devrait avoir une vision européenne, proposer la paix, proposer un avenir commun. Non, on se concurrence entre nous jusqu'à nous bouffer sur les métiers et tout ça. Et après, on s'étonne que dans les quartiers, il y ait des problèmes où on recherche, mais c'est des problèmes d'inégalité sociale. Et on revient à la question de l'éducation qui crée cette inégalité sociale. Oui, le système crée l'inégalité sociale. Donc à un moment, Benoît Hamon, il est très progressiste. Il a une voix à gauche qu'on n'a peut-être pas assez entendue, et notamment au Parti socialiste, mais il demande de s'attaquer à ces choses-là. Le constat, on le fait tous, et notamment on le fait tous à gauche. Donc on se met ensemble et on change des choses dans cette société qui est injuste. Alors, la société injuste, mais est-ce que justement, on n'a pas ce sentiment qu'il y a une classe moyenne qui tend à disparaître? En fait, moi, j'ai vraiment l'impression, quand on parle beaucoup, alors, à vous écouter, on parle d'inégalité dans cette société, même au niveau européen, tout ce qu'on veut. Mais plus ça va, et c'est une question, mais qui est très ouverte. Mais plus ça va, plus on a cette impression forte, même plus que impression, que la classe moyenne disparaît. Et j'ai l'impression que la classe moyenne, c'est un peu ce dernier bastion avant l'éclatement total d'une société. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour essayer de garder un noyau dur qui va nous permettre encore de pouvoir avoir la force ou la capacité de choisir ce qu'on veut réellement? Parce qu'à partir du moment où on aura des tout hauts et des tout bas, c'est mort. Donc, clairement, le terme, c'est mort. Laure Manès, du côté de la France insoumise, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on répond? Je rejoins Damien Landini sur beaucoup de points et sur l'urgence justement de relocaliser l'économie. Ça, c'est la première chose. Il faut vraiment mettre fin au dumping social, arrêter finalement que des travailleurs détachés puissent venir en France parce qu'ils vont payer moins cher leurs cotisations sociales. Donc il y a des choses comme ça auxquelles il faut avoir des mesures tranchées. Moi je suis pas d'accord également avec vous, parce que sur les travailleurs détachés, c'est choquant ce que vous dites. Thomas Rose. Parce que vous seriez polonaise, oui. Vous seriez roumaine. Qu'est-ce que vous feriez? Vous essaieriez de faire vivre votre famille. Alors, bien sûr que les cotisations sociales, c'est choquant qu'elles soient payées au niveau de la Pologne. Mais quand vous dites qu'il faut arrêter que les travailleurs détachés viennent en France, moi je suis pas d'accord. Les travailleurs, ils n'ont pas de frontières. Ils ne devraient pas en avoir. Les capitalistes aujourd'hui, c'est ça qu'il faut combattre. Parce que c'est eux qui profitent du travail humain. Alors moi, ça me choque. Parce que moi, avec Nathalie Arthaud, on dit oui, liberté de circulation des travailleurs. Et qu'ils aient la même paye, qu'ils payent les mêmes cotisations. Autrement, on divise la classe ouvrière, on divise le monde du travail. Alors, ce que l'on critique, c'est la mise en concurrence des pays et des travailleurs les uns contre les autres. Les travailleurs sont toujours en concurrence dès que vous acceptez le système capitaliste. Alors moi, c'est pas moi qui l'accepte, vous l'acceptez, moi je l'accepte pas. Vous avez remarqué, la seule femme qui parle, on la coupe, hein, direct, hein. Laure Manès, allez-y. Mais pour vous répondre justement, moi je pense que ça ne leur rend pas service si on leur permet de venir en France. On est pour un protectionnisme solidaire et justement pour taxer les pays qui vont pas respecter les normes sociales et écologiques. Et ça fait partie des points forts de notre programme. Ensuite, justement, on veut aussi inciter les entreprises, par exemple, permettre qu'elles aient un taux réduit d'imposition si elles réinvestissent justement en France, plutôt que ça parte dans la poche des actionnaires, par exemple. Ouais. Enfin, au niveau des quartiers, justement, on va vouloir privilégier les travailleurs locaux. Ça, il y a déjà une loi qui existe, mais on peut justement renforcer ce pourcentage-là. Elle n'est pas forcément appliquée. Hein. Bon, Aïna Curie, qu'est-ce qu'on en dit du côté du mouvement En Marche? Pour revenir sur la première remarque qui a été faite sur la délocalisation des entreprises sur la Seine-Saint-Denis. Donc effectivement, c'est pas normal. C'était un exemple. Hein. Oui, c'était un exemple, mais c'était justement, c'est absolument pas normal. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Donc effectivement, le but de notre candidat, c'est d'arrêter cette injustice-là, puisque ça doit profiter aux habitants du territoire. C'est-à-dire que ce sont les habitants du territoire qui doivent pouvoir bénéficier de ces emplois. Et c'est pourquoi on va encourager les entreprises à les employer en augmentant justement leur crédit d'impôt donc de 15 000 euros sur 3 ans, soit 5 000 euros par an, pour les inciter justement à employer sur ces territoires-là. Au niveau des travailleurs détachés, et on parlait aussi de l'Europe, l'objectif, ça va être d'abord de diminuer l'impôt sur les sociétés en France. On va passer de 33,3% à 25% pour se mettre à la moyenne européenne. Ça va permettre aussi de lutter contre la concurrence déloyale. En revanche, nos frontières aujourd'hui en Europe, elles sont ouvertes. C'est aussi pour donner la possibilité aux travailleurs des autres pays de l'Union européenne de pouvoir également trouver du travail en France. Alors, on va, si vous le permettez, enchaîner parce que le temps passe. Voilà comment ça va se passer. On va parler d'abord de BDS. C'est un sujet qui intéresse, qui interpelle. BDS, c'est la possibilité donc de boycotter les produits issus des colonies dans les territoires occupés.
Et on sait qu'il y a eu plusieurs amendements des projets de loi criminalisant ce boycott, alors qu'il a été tant adulé durant la période de l'Afrique du Sud. Lorsque ça concerne les colonies d'Israël, ça pose problème. Thomas Ross, aujourd'hui, pour ou contre le BDS ou la possibilité de boycotter selon que l'on soit sensibilisé par cette cause? Écoutez, moi, le boycott, la plupart du temps dans les colonies, ceux qui travaillent pour les entreprises israéliennes, ce sont des travailleurs palestiniens. Oui. Il y a aussi des travailleurs israéliens. Moi, je pense que tant qu'on opposera les travailleurs, que ça soit ici en France ou dans les territoires occupés, en Israël, en Palestine, on dira ça comme ça, je pense que oui, on se fera avoir. Oui, je pense que les intérêts qui sont communs à une grande partie de la population dépassent, bien sûr, la différence Israël-Palestine. Je pense qu'à un moment ou à un autre, oui, c'est une terre, et aujourd'hui, il y a deux peuples. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est comme ça. Et c'est sur une base de partage des richesses, et donc il faudra s'en prendre à la bourgeoisie israélienne, il faudra s'en prendre à la bourgeoisie palestinienne, pour partager l'eau, pour partager les terres, pour partager les moyens d'existence. Autrement, on ne s'en sortira pas. On opposera les deux populations, comme c'est le cas depuis plus d'un demi-siècle, sans aucune porte de sortie. Alors c'est ça, moi, que je tiens à dire. Oui, mais vous répondez pas à ma question. Oui. Si, je viens de vous y répondre. Je vous y réponds parce que justement, je pense que c'est une impasse quelque part, cela. Parce que ça oppose des populations alors que les uns travaillent pour les autres. Non, alors, contre le BDS. Moi, c'est pas ni pour ni contre. Je vous réponds, je pense que c'est un faux problème. Je pense que c'est un faux problème. Vous avez pris l'exemple de l'Afrique du Sud. Oui. C'est pas le boycott qui a changé les choses. Ah bon, c'est la révolte des Noirs. Ouais. C'est la révolte de la population. Et s'il y a bien une chose encore aujourd'hui qui reste à faire en Afrique du Sud, c'est le partage des richesses. Et c'est pour ça que la situation en Afrique du Sud, elle n'est pas encore tenable pour les pauvres. Alors le BDS en Afrique du Sud était une décision politique à l'ONU et c'est les États qui avait l'interdiction. Alors, donc, je vous ai dit tout à l'heure, pour qu'on soit clair sur cette question. Je vous ai dit ce que je pensais de l'ONU, de sa politique à deux vitesses. Israël peut ne pas respecter aucune décision de l'ONU, c'est complètement anormal et c'est complètement illogique. Bon, ça montre, et vous le savez très bien, que Israël est l'allié de l'impérialisme américain et français dans la région. C'est un des gendarmes de la région, et c'est pour ça qu'il peut se permettre de ne pas respecter les décisions qui sont prises à son encontre. On va faire un tour de table sur cette question de BDS, qui est donc boycott des investissements, et il y a des banques françaises qui ont fini par sortir, parce qu'elles ont perdu, par exemple, des investissements dans les pays nordiques, et vous avez Alstom, la société française, qui a construit le tram à l'intérieur de Jérusalem, et qui a perdu des chantiers. Et donc, ces sociétés françaises à l'international, c'est quand elles perdent des chantiers financiers, donc c'est un problème d'argent dans d'autres pays, qu'elles décident de se désengager. Donc, l'engagement ou le désengagement n'est pas politique, n'est pas moral, il est financier. Quand on fait mal, les gens se retirent, et quand on fait pas mal, les gens se retirent pas. Alors, on marche sur cette question, sans avoir à rappeler les dernières positions de M. Macron, bien sûr. Vous les connaissez mieux que moi. Justement, là-dessus, je sèche. Je peux pas vous donner la position. Alors, dans deux déclarations successives, M. Macron, qui n'a jamais rien dit pendant la campagne, a dit d'une part qu'il était contre BDS et d'autre côté contre l'État, contre la création de l'État palestinien. Bon, je reprends votre place, mais c'est la reconnaissance. Ce sont des informations sans prise de parti, ce sont des informations factuelles. France Insoumise, Laure Manès. Nous soutenons le boycott parce que quelque part, on est pour tous les moyens à disposition qui peuvent mener justement vers une paix juste et durable en Palestine. Donc du côté de la France Insoumise, on soutient le boycott. Très bien. Alors, on va passer du côté de LR où la position n'a jamais été clarifiée. De mon côté, voilà. Non, mais pas de votre côté, de votre candidat. Mais on y va. Alors, côté François Fillon, je ne connais pas sa position à ce sujet. Concrètement, moi, d'une manière générale, je suis pas forcément pour les boycotts. Par rapport à Israël-Palestine, nous sommes pour l'établissement de deux États reconnus, d'une part en même temps attachés à la sécurité en Israël. Je vais faire simple, c'est la position de De Gaulle en 67. Oui, qui n'a pas changé. En gros, oui, c'est un peu ça, c'est bien résumé, on peut le dire comme ça. Voilà. Parti socialiste, et je vous rappelle la position de votre candidat, ou vous la connaissez? Allez-y. Lui aussi, dernièrement, sur la dernière ligne droite, il dit qu'il est devenu contre BDS, alors qu'il a fait pendant 5 ans la course en tête pour la reconnaissance, et tout le monde le reconnaît, c'est un fait, à l'Assemblée nationale et au Sénat, pour qu'il y ait la reconnaissance de l'État palestinien. Alors, une petite contradiction peut-être à la fin de la campagne. La reconnaissance de l'État israélien est dans son non, mais dans l'État palestinien, excusez-moi. Il est dans son programme. Mais la dernière semaine, il est devenu pro-BDS depuis une petite semaine. En clair, sur une autre radio, dite communautaire, dimanche dernier. Anti-BDS plutôt. Ouais.
Ouais, alors j'ai pas forcément entendu ça. Il y a un phénomène. On peut être d'accord avec Thomas Rose sur la question globale. Derrière, il faut être pragmatique. C'est-à-dire que depuis que je suis môme, la question israélo-palestinienne, elle est là. Elle ne se résout pas. Les hypocrisies et l'argent qui est derrière sont présents. Donc à un moment, moi j'ai tendance à dire, titre personnel, tous les moyens petit à petit qui seront nécessaires sont positifs pour y arriver. Après, il faut une volonté politique qui va plus loin. Et la résolution de l'État reconnaissance, et elle a été défendue par Benoît Hamon énormément. Et tout le Parti socialiste depuis longtemps. Elle a été contre le Premier ministre, M. Valls. Et contre le Premier ministre, M. Valls, qui dit d'ailleurs de façon assez différente qu'on s'attaque à Israël. Lorsqu'on dit ça, c'est pas du tout le problème. On s'attaque pas à Israël. Alors, une certaine attitude de certains Israéliens et des intérêts israéliens purement économiques. Et c'est sur ça qu'il faut lutter. Une question, et là, on est en désaccord avec Manuel Valls, c'est pas la première fois. Une question brute de béton. Est-ce que dans une partie de la classe politique française, pas dans le peuple français, mais dans une partie de la classe, ce n'est pas un sentiment d'espèce de culpabilité historique, parce que les politiques français à l'époque n'ont pas défendu les citoyens français de confession juive, et aujourd'hui se rachètent pour certains d'entre eux une espèce de politique de rappel. On aurait été en 43, on n'aurait pas fait ça, parce que c'est une question qui vient beaucoup chez les auditeurs. Je pense que, vous savez, le partage de cette région, elle vient de la Saïx-Picot. De Saïx-Picot, vous le savez comme moi, la France et l'Angleterre, qui, au cours de la Première Guerre mondiale, vous savez, ils ont promis le fameux État arabe indépendant, qu'ils ont découpé au préalable. Voilà, ils ont découpé. Vous savez, Jean Jaurès, il y a beaucoup de gens ici qui l'ont oublié, disait le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Un siècle après, cette phrase, elle est tout aussi vraie, tout aussi juste. Et donc, les puissances impérialistes que je dénonçais, et qui sont les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, encore aujourd'hui, d'accord ? Oui, ils se partagent la région, et ils ont amené à cette aberration dans la région que les peuples sont divisés. On le voit en Irak, en Syrie, des peuples qui ont vécu ensemble, avec des différences quelquefois culturelles, religieuses, mais qui n'avaient aucun problème à vivre ensemble. Les puissances impérialistes, au cours du XXe siècle et encore aujourd'hui, ils sont amenés la division et la guerre. J'ai pour habitude de renvoyer les auditeurs de France Maghreb 2 d'aller voir une carte de l'Afrique et de voir comment les frontières, elles tombent pile poil. Comme tracé par une règle, pas comme tracé. Et vous avez par exemple un fleuve qui est coupé en deux, dans n'importe quel sens. Vous avez une tribu à l'époque coupée en deux, et vous voyez le travail donc de ce que vous appelez. Il faut qu'on avance, Tariq, parce qu'il nous reste à peine 10 minutes, si vous permettez. Il nous reste donc Ahmed qui nous rejoint. Dernière partie, et on y vient. Moi, pour BDS, Christophe, allez-y. Pour BDS, je suis juste, moi je suis pour en fait, voilà. Et juste, j'arrive pas à comprendre comment on peut être contre, entre guillemets, un mouvement, je dis bien un mouvement qui est pacifiste. Parce que là, le conflit israélo-palestinien, on sait qu'il y a des gens qui meurent, il y a des souffrances, des atrocités. Et là, BDS, voilà, c'est du boycott. Donc ça veut dire quoi ? On est chez soi, on fait de mal à personne. Donc j'arrive pas à saisir pourquoi les grands leaders politiques ne portent pas un petit peu plus d'attention à ce mouvement-là. J'invite à écouter ce qu'a dit tout à l'heure Tariq Mami sur sa partie, sur certaines culpabilités que peuvent avoir. Voilà. Alors, je vais essayer de vous poser une question assez personnelle par rapport à votre candidat, si vous permettez, avant la conclusion avec notre Ahmed El-Meshrifi dans un instant, et puis de vous laisser parler aussi pourquoi il faut voter pour votre candidat. Et moi j'ai une question surprise, Christophe. Oui, attendez, c'est la surprise, donc on l'attend. Laure Manès, on dit souvent que Jean-Luc Mélenchon parle de dégagisme. Beaucoup lui disent, mais dites donc, Mélenchon, il est là depuis 30 ans, il a été au Parti Socialiste, est-ce que c'est pas non plus à lui de partir ? Le dégagisme ne doit-il pas s'appliquer à lui ? Aussi Laure Manès. Effectivement, on voit que c'est la même classe politique qui est au pouvoir depuis des années. Oui, mais y compris Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, mais ce que lui porte dans son programme, c'est justement un renouvellement de la classe politique. Ah oui. Et le point central quand même de son programme, c'est une 6e République, avec une assemblée constituante qui sera composée de personnes qui n'auront jamais été élues avant et qui pourront pas l'être ensuite. Donc il n'y aura pas quelque part une forme de conflit d'intérêts. Et c'est vraiment une manière quelque part de réimpliquer tous les citoyens dans la politique, de leur quartier finalement jusqu'à la politique nationale, et que les élus aussi rendent des comptes et qui respectent finalement leurs promesses. Il y a un point quand même clé qu'on est les seuls à proposer, c'est le mandat révocatoire. À partir de la Qu'est-ce que le mandat révocatoire ? Justement, à partir de la mi-mandat, c'est la possibilité de révoquer les élus. Si une certaine part de la population, par exemple 10% de la population, estime que l'élu n'a pas respecté ses promesses. Est-ce que ça risque pas d'être un gros bazar dans le pays quand même ?
Non, parce que justement, au départ, on s'engage sur un programme, sur des promesses, et quand on voit que, par exemple, Hollande a été élu sur un programme qu'il a pu faire le contraire ensuite, on se dit qu'avec un système comme ça... on lui a rappelé, souvent. Oui, notamment. Bon, on va passer en marche en clair la question. J'écoute la radio, j'écoute ce beau débat. Qu'est-ce qui fait qu'en vous écoutant, maintenant, moi qui suis indécis, je décide de voter pour votre... C'est pas tout à fait ma question par rapport à En Marche, si vous permettez, à Ina Curie, pardon. Par rapport à Emmanuel Macron, on dit souvent que c'est un candidat qui est un peu d'accord avec tout le monde, qui n'arrive pas à trancher, qui est assez flou sur certains sujets. D'autres le qualifient comme candidat de bulle, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Que notre candidat souhaite rassembler. Et que pour rassembler, il ne faut pas toujours, il faut cesser cette lutte entre la gauche et la droite, parce qu'il y a des idées qui sont intéressantes et qui sont bonnes pour la France à gauche comme à droite. Aujourd'hui, on a besoin de nos deux pieds pour marcher, on a besoin du pied gauche et du pied droit pour tenir debout, et c'est ce que veut faire Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a trouvé l'équilibre selon vous? Oui, il a trouvé son équilibre en rassemblant la France et en proposant au mieux pour les classes moyennes et les classes populaires. N'oublions pas que son programme s'adresse vraiment aux classes moyennes et aux classes populaires, avec son exonération de la taxe d'habitation pour 80% des Français. 80% des Français, ce sont les foyers de 4 personnes qui gagnent 5 000 € ou moins par mois. Et rendez-vous compte que ça représente 80% des habitants de ce pays. C'est énorme et c'est à ces personnes-là que s'adresse notre programme et c'est pourquoi il a le meilleur programme pour la majorité des Français. Thomas, on va retenir le mot monsieur 80% quoi. Ouais, 80% de la population, 80% de la taxe. Il y a quelques maires qui lui ont répondu d'ailleurs à ce domaine. Thomas Rose. Non, il ne fait pas sauter l'impôt sur la fortune comme vous venez de le dire. Il va le modifier. Moi j'ai rien dit moi. Comme Damien Landini vient de le dire. Non, il va le modifier. Ce sera sur le capital immobilier et non pas sur les capitaux qui vont permettre l'investissement. Alors, on est sur représentant Monsieur Fillon. Monsieur Yann Velli, votre candidat a été abîmé par les affaires. François Fillon a résisté, continue d'être là. Est-ce que vous pensez que la situation est tenable? De quelles affaires parlez-vous? Ah bah attendez, on va pas les rappeler ici, sinon on est là jusqu'à 20h. Des affaires politiques. Permettez-moi, Yann Belli, ne faites pas de la provocation dans ce sens-là. Si je vous pose la question, c'est que au moment où nous en sommes, avec une mise en examen et dans le respect de la présomption d'innocence, je suis pas convaincu qu'on puisse vraiment parler du mot affaire au terme juridique du terme. Après, concrètement, 36 ans de vie politique, 35 ans, on lui reproche rien. La 36e, au moment où il se présente à l'élection présidentielle. Complot? Non, j'irai pas jusque-là parce que déjà j'aime pas ce terme. Concrètement, quand je regarde son parcours, quand je regarde la façon dont il a été Premier ministre de la France, je n'ai absolument aucun élément qui me permet de penser qu'il ne sera pas un président exemplaire s'il est élu pendant 5 ans. Est-ce que ça va être tenable quand même au travers de toutes ces affaires? Est-ce que les gens risquent, première mesure un petit peu compliquée, est-ce que ça risque pas de lui retomber dessus finalement? Je ne vois pas pourquoi, dans la mesure où du coup, si vous me permettez de rebondir là-dessus, clairement, il met en avant son projet avant tout. De ce fait, et du coup le contrat de confiance lui donnera encore plus de force puisqu'il sera véritablement élu sur un projet, donc les gens auront vraiment choisi ce programme, donc je ne vois pas pourquoi, je vois ça parfaitement tenable. Bon, Thomas Ross, du côté de Lutte ouvrière, on dit souvent que Lutte ouvrière, voilà, c'est un peu utopique le projet, tous contre le patron, Nathalie Arthaud qui dit écoutez, on a des choses à proposer, même si on sera pas élu, vous le savez pertinemment, ou presque en tout cas, vous entendez en tout cas faire avancer les choses avec vos propositions à vous. Oui, bien sûr. Vous savez, tout ce que les travailleurs ont obtenu, tout ce que les classes populaires ont obtenu, ils l'ont arraché. On leur a jamais donné. C'est 36, 68, c'est des grèves, c'est un rapport de force avec le patronat, avec la bourgeoisie. Et moi, ce que je peux souhaiter pour l'avenir, c'est que justement, on retrouve ce chemin des luttes collectives. Parce que c'est ça qui permettra de changer la situation pour le plus grand nombre. 90% de salariés en France et un certain nombre de petits artisans, de gens qui se démènent pour essayer de joindre les deux bouts. Moi, je veux que ce camp-là, ce camp des travailleurs que défend Nathalie Arthaud, il se fasse entendre dans cette élection présidentielle et qu'on se retrouve demain dans les luttes collectives. Damien Landini, pour un petit mot sur votre candidat Benoît Hamon qui a gagné, on le rappelle, la primaire à la surprise générale, qui par la suite s'est fait lâchement abandonner par quelques membres du Parti Socialiste. Aujourd'hui, Benoît Hamon se retrouve un petit peu affaibli dans les sondages, dans sa propre famille politique. Est-ce que vous pensez que ça risque pas d'être compliqué ou est-ce que, au contraire, vous pensez que Benoît Hamon pense déjà à l'après, à la suite?
La question est pas de l'après. La question, elle est dans 4 jours pour qui est-ce qu'on vote et qu'est-ce qu'on prévoit pour l'avenir en France. On peut refaire toute l'histoire sur ce qui s'est passé par rapport à cette campagne-là. Ouais. Benoît Hamon, il a une cohérence depuis le début de sa vie politique et il a un projet novateur, une transition sociale, écologique et européenne qui est affirmée. On pourra pas remettre en cause le projet de Benoît Hamon. Après, ceux qui suivent le vent, soit pour aller sur la gauche ou un peu plus sur la droite, chacun a ses opportunités politiques. La vraie question qui se pose, c'est quel projet politique on offre à notre avenir. On dit que Benoît Hamon est en avance par rapport à son projet, par rapport à ses propositions. On est dans une société, depuis que je suis né, qui échoue. Le chômage augmente, les inégalités se creusent. Donc la seule question, c'est de changer un petit peu cette dynamique-là. On n'est jamais en avance. Le revenu universel d'existence, la nouvelle protection sociale, la transition écologique affirmée avec les écologistes, tout ça, ce sont des éléments novateurs. On dit qu'on est dans un monde moderne, on est dans un monde sans frontières. Vous y croyez, quoi, Claire ? Faire un constat. Bien sûr qu'on y Damien, croit. Vous y croyez pour dimanche ? On y croit. On pense pas à la suite au Parti socialiste. On est dans une société où c'est les sondages qui nous bercent, où c'est les affaires qui nous machin. Nous, on est sur un projet de conviction, un projet d'avenir. Oui, on y croit et on fera les comptes ensuite. Ahmed Bechlefi. Alors, j'ai ma petite question, si on a le temps, Christophe. Écoutez, moi, 17. Je voudrais montrer donc à nos 5 invités cette carte qui est donc la définition même de cette émission, le Grand Forum. Vous avez des mots à droite qui sont rayés, des mots à gauche qui ne sont pas rayés. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette identification de la France, dans cette définition de la France? Je vous passe le micro donc pour commencer, pour On Marche, et on fera donc les uns et les autres. Allez-y. Rapidement, on a la pub qui arrive bientôt par contre. Hein. Oui, mais on fait rapidement et on conclura après la pub. Claire, est-ce que vous vous retrouvez dans cette France, cette définition de la France? Oui, évidemment, on voit le vivre ensemble, on voit la liberté, on voit la fraternité, l'égalité, les citoyens, l'échange. Donc évidemment, on ne peut que se retrouver et on ne peut que espérer que tous ces qualificatifs continuent. La France insoumise, même question. Oui, évidemment, c'est vrai que la France que j'aime, finalement, c'est la France des droits de l'homme, la liberté, l'égalité, la fraternité, et que justement, on soit tous citoyens, qu'on ne fasse pas la différence suivant la religion, la couleur de peau. LR Yann Velli. Écoutez, je vois beaucoup de bons mots qui ne sont pas barrés, je vois des mots qui le sont. Peut-être qu'il manque au niveau des mots qui ne sont pas barrés des mots comme confiance notamment. Oui. Voilà. Après que certains identifiants religieux soient rayés, moi je tiens à ma culture de chrétien, j'imagine que d'autres tiennent à leur culture de musulman, juif. Bon, pourquoi le rayer? C'est une interrogation. Parce qu'il est devenu une fixation pour certains. Donc j'entends bien, mais il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et il y a des mots par contre absolument atroces que l'islamophobie, l'antisémitisme. Là par contre, je confirme qu'il faut bien les rayer. Merci. Ah, c'est bien ça. Vous avez la carte donc entre les mains, pareil. J'ai bien vu. Thomas Ross, le Toubriard. Les mots sont bien choisis. Par contre, la situation du pays et la population aujourd'hui, elle ne représente pas ce qui est marqué ici. Et j'espère que pour les classes populaires et les travailleurs, l'avenir changera. On fait comme Martin Luther King, on a fait un rêve en choisissant ces mots-là. Damien Landini pour le Parti socialiste. Au-delà d'un rêve, c'est une devise. Hein. Je retrouve liberté, égalité, fraternité. C'est évidemment les valeurs que l'on doit porter au-delà des mots. Et puis j'ai pas vu laïcité, mais je pense que c'est un terme aussi très important au sens de la loi de laïcité 1905 qu'il faut respecter tout simplement, et un mot qui n'existe pas forcément dans les autres langues. C'est une spécificité française sur laquelle il faut la défendre. Dans un instant, conclusion avec monsieur Ahmed El Shrifi qui est avec nous en direct, qui va nous faire une petite conclusion à sa manière, et puis on vous demandera en 1 minute, pas plus, pourquoi il faut voter pour votre candidat pour terminer cette émission en direct de Reims. Pardon Medjahed du retard, mais bon, on se déplace, et quand on se déplace, on en profite évidemment. Avec plaisir. On se retrouve dans une petite seconde, mon cher Christophe. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, suite et fin de l'émission, évidemment, le grand forum en direct de Reims. Entendu l'émission à préparer demain. Exactement, avec l'ami Christophe de retour pour cette émission, le LGF en direct de Reims, du café Le Floyd, évidemment. Mon cher Christophe, on est de retour?
Ah, on est de retour, exactement, Medjed. Pardon de vous avoir pas entendu, mais voilà, on était en pleine discussion. Vous voyez, on est en direct avec tes auditeurs, avec qui nous partageons un petit moment d'échange. En direct de Reims, où nous sommes de retour donc sur France Maghreb 2. En direct de Reims pour la conclusion de cette émission. Si tout le monde veut bien regagner sa place, voilà pour cette conclusion avec. Si possible, donc Monsieur Benchripi qui était dans les parages. Ahmed, et il est où Ahmed? Voilà, micro Ahmed. Alors, Monsieur Ahmed. Oui, on y va. Oui, bonjour Christophe. Bonjour Ahmed. Bonjour Tarek. Est-ce que Ahmed, tu peux te représenter pour les auditeurs, parce que tu interviens de temps en temps à la radio, mais les auditeurs, il faut toujours leur rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc, tu es responsable d'une association citoyenne très active ici sur la ville de Reims. Est-ce que tu peux nous rappeler donc un petit peu ce parcours avant de nous dire ce que tu as pensé de cette émission dans ta ville? Oui, rapidement pour me présenter, Ahmed Mcherfi, je suis un citoyen du monde, comme disait l'un des intervenants, plus spécifiquement citoyen rémois, une ville que j'aime beaucoup, sur laquelle je me suis investi sur une dimension politique fut un temps et sur laquelle je m'investis énormément sur la dimension citoyenne. Effectivement, je suis l'un des responsables de l'association ACR, Action Citoyenne Rémoise, dont l'objectif c'est pas de faire de la politique politicienne, mais c'est de faire de la belle politique, c'est-à-dire inviter nos concitoyens à participer, à échanger, à voter, à être présents, à revendiquer et puis à échanger avec les uns et les autres et surtout de comprendre la complexité de notre société. C'est quelque part rendre les gens, nos citoyens un peu plus matures par rapport à un petit peu leur quotidien. Voilà au niveau de l'ACR. Sinon sur le débat que j'ai suivi tout à l'heure, moi je remercie les différents intervenants, les 5 intervenants, je tiens vraiment à les remercier d'être présents. Ils ont joué le jeu parce que les choses se sont organisées comme toujours sur le fil très rapidement et j'ai trouvé une très belle qualité, une grande qualité des débats. Voilà, il n'y avait pas, c'était pas un débat mou, il n'y avait pas des accords simplement pour être d'accord. Il y avait aussi des désaccords en un seul mot. Donc voilà, c'était très intéressant. Juste simplement peut-être réagir sur deux points. Tout à l'heure, effectivement, on parlait de la radicalisation de nos jeunes. J'ai entendu la radicalisation de nos jeunes. Alors moi, je partage pas trop ce terme de radicalisation de nos jeunes que les médias distillent ici et là. Je crois que c'est Alain Juppé qui avait dit que les prisons sont des incubateurs de djihadisme. Donc la plupart, 99% de nos jeunes entre guillemets, c'est des jeunes qui sont en prison. Alors je vais faire court, mais simplement pour rigoler, on pourrait dire que pour déradicaliser les gens ou pour stopper le radicalisme, la radicalisation des personnes, il faudrait interdire les prisons. S'il y avait moins de prisons, je pense qu'il y aurait moins de radicaux en France. Alors c'est bête ce que je dis, mais on a cette impression-là parce que tellement ils sortent de prison et puis le reste qui ne sort pas de prison, ils sont en psychiatrie. Donc à un moment, voilà, ce sont nos jeunes certes, mais ce sont certainement pas les jeunes de nos quartiers. Et puis tout à l'heure, vous parliez aussi de l'intégration. Alors c'est vrai que c'est un terme que nous, au niveau de notre association Action Citoyenne Rémoise, on n'a pas utilisé le terme intégration, mais le terme de citoyenneté. Parce qu'on part du principe qu'aujourd'hui, les jeunes, effectivement, ils sont nés à Reims, ils sont nés à Épernay, à Charleville, etc. Voilà, leur parler d'intégration alors qu'ils ne connaissent rien du tout des pays d'origine de leurs parents et qu'ils connaissent tout de la France. Voilà, c'est un peu déplacé de leur parler d'intégration, mais par contre, peut-être plus de leur parler de citoyenneté. Voilà, se positionner en tant que citoyen. Et puis sur cette question de citoyenneté, la participation citoyenne, il faut que effectivement nos jeunes puissent participer. Alors tout à l'heure, Yann parlait effectivement de tout ce qui était réseau. C'est vrai qu'il faut des réseaux. Le seul souci, c'est qu'il faudrait que les réseaux puissent se créer. Il faudrait aussi une ouverture de ces réseaux qui existent. C'est vrai que quand un jeune, il galère dans un quartier, son père il est au chômage, sa maman elle est femme de ménage, son réseau il est très amoindri forcément. Donc voilà. Donc heureusement qu'il y a la vie associative, etc. sur laquelle il peut rebondir. Et puis simplement cette ouverture aussi de la société qui se trouve sur certains pans de cette société. Quand on regarde l'équipe de France de football aujourd'hui, on va pas parler d'intégration ou de diversité dans l'équipe de France parce qu'elle est réelle. Ce n'est pas du tout l'équipe de France des années 70 de Dominique Rocheteau. Donc voilà, il y a une évolution qu'on a eue sur l'équipe
l'équipe de France. C'est une évolution aussi qui existe dans le sport, dans la culture, dans la chanson. Mais cette évolution-là de l'équipe de la France, dans l'équipe de France, mais de la France, on ne la voit pas encore dans le monde de l'entreprise et dans le monde du travail. Et je pense que on a tout intérêt à gagner parce qu'il y a des forces vives, il y a de l'énergie qui pourrait être très bien utilisée et qu'on ne devrait pas laisser sur la touche, qui à un moment ou un autre sont attirés par des discours de haine. Merci Ahmed. Christophe, si vous permettez, donc on va commencer par le PS, puisqu'on a toujours commencé par En Marche de l'autre côté. Comme on est à la dernière minute, on va inverser les aiguilles de l'horloge de la montre. Donc alors, pour la petite minute, pourquoi il faut voter Benoît Hamon dimanche, monsieur Damien Landrini? Pourquoi voter Hamon? Pourquoi voter pour votre candidat? Merci d'ailleurs pour ce débat. On est dans une société de sondage, de questions de vote utile, et on remet du débat. Et je pense que c'est intéressant. Et c'est ce que Benoît Hamon a cherché de faire tout au long de cette campagne. Oui, sûr, on est dans un monde qui évolue. On est dans un monde qui fait peur. À travers Trump, à travers Poutine, à travers ce qui se passe en Syrie ou ailleurs, à travers une Europe qui craquelle, à travers des systèmes totalitaires et des tensions internationales. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en France? On est sur un dégagisme, on est sur une campagne qui peut, des partis qui proposent de la haine ou de faire table rase ou de nettoyer. Et quelle réponse on donne aujourd'hui? On donne une réponse qui peut être de modifier les choses. Et Benoît Hamon, il est cohérent, il a une honnêteté intellectuelle, il propose un futur désirable, c'est un futur collectif, partagé, commun. Et cette opportunité-là, elle se crée et elle est offerte pour dimanche à travers sa voix. Merci. Alors, on passe à Hello. Écoutez, voter Nathalie Arthaud, c'est affirmer que le camp des travailleurs doit se faire entendre dans cette élection, affirmer qu'il faut mettre fin au fléau du chômage, en arrêtant l'hémorragie, des licenciements, donc en les interdisant dans toutes les entreprises. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas tolérer que dans ce pays, il y ait 6 millions de travailleurs au chômage, qu'il y ait 9 millions de pauvres. Alors oui, les moyens existent dans ce pays. La France est toujours classée 5e, 6e puissance économique. Le grand patronat, les entreprises du CAC 40 ont fait 75 milliards d'euros de bénéfices. C'est l'équivalent de 2 millions d'emplois. Alors oui, les moyens existent pour maintenir l'emploi et partager le travail entre tous. Et porter le SMIC à 1800 euros net tout de suite. Pas un salaire, pas une pension, pas une allocation handicapée qui soit inférieure à 1800 euros net. Parce que c'est ce qui est vital, nécessaire pour vivre. Voilà. Merci. Thomas, on en passe En Marche peut-être? Non, on va faire dans l'ordre où ils sont assis. Donc on va faire LR. Il avait pas l'air d'accord. Voilà. Comme ça on terminera avec 3 dames. Non mais en fait, Tarek Mami, je vous signale quand même que d'habitude c'est honneur aux dames. On commence par les dames, vous terminez par les dames. Oui, justement. Ah d'accord, c'est volontaire. Très bien. Ce que les dames vont dire. Sachez que je voulais bien être galant. Ça me dérange pas. Allez-y. Oui, ça ne nous étonne pas. Yann Velli. Pourquoi il faut voter Yann Velli, pourquoi faut voter François Fillon dimanche? Dimanche et le dimanche après encore. Attendez, brûlez pas les étapes, Yann Velli. Hein, bien sûr, déjà, mobilisation maximale pour ce dimanche autour de François Fillon. Le monde, aujourd'hui, tel qu'il est dans une situation de grand mouvement, de fortes inquiétudes. Les États-Unis évoluent, l'Asie évolue, des pays émergent, beaucoup de choses bougent. L'Europe est en situation de fragilité à plusieurs égards. Nous avons besoin d'une Europe forte, d'une France forte. Et depuis, il nous faut un pays réformé pour retrouver de la crédibilité sur la scène internationale et pour notre vivre ensemble, pour qu'on retrouve confiance à vivre ensemble, à monter des projets, à se projeter dans l'avenir pour nos futures générations, à penser que le développement durable et l'écologie n'est pas forcément un vecteur de décroissance, mais qu'on peut en faire une opportunité et un potentiel de développement. À bien des égards, nous avons besoin de retrouver confiance en nous, de nous réformer, de lutter contre la dette publique et les déficits. Et cette force, nous allons l'employer aussi pour redonner de la crédibilité à notre diplomatie, parce que le monde a besoin d'entendre la France et les droits de l'homme. Merci beaucoup. France insoumise.
Lormanès, et pourquoi? puis il y a des gens qui sont venus vérifier est-ce qu'on avait parmi les candidats, les représentants de candidats ici, France Insoumise ou pas. On leur a dit que oui. Alors, Lormanès, pourquoi il faut voter Jean-Luc Mélenchon dimanche prochain? Donc il faut voter pour Mélenchon parce que c'est le seul qui veut changer vraiment le système pour justement obliger les politiques à rendre des comptes. Il faut savoir quand même que la France n'a jamais été aussi riche qu'actuellement, que c'est bien un problème de répartition des richesses. Donc là aussi, il dit aussi qu'il faut que l'effort ne porte plus sur les classes moyennes, mais il propose 14 tranches d'impôts pour justement lisser cet effort-là. Il veut aussi la santé remboursée à 100%, que vraiment on prenne en compte finalement les besoins vitaux. Que par exemple les premiers mètres cubes d'eau soient gratuits, qu'on ait un droit au logement et un droit au travail inscrit dans la Constitution et finalement permettre à chacun de trouver sa place en société. Merci. La dernière des représentants des candidats. Oui. 1 minute, on marche. Pourquoi il faut voter Emmanuel Macron, Aïna Curik? Il faut voter pour Emmanuel Macron parce que c'est le candidat qui a décidé de mettre la France en marche, ensemble. C'est-à-dire d'inclure pas seulement des classes politiques comme on l'entend beaucoup, mais c'est également d'introduire la société civile, les citoyens et de les remettre au cœur de la politique. Parce qu'aujourd'hui nous sommes les premiers à être impactés par les lois, par tout ce qui se met en place par les gouvernements et aujourd'hui on a la possibilité d'y participer. Je rappelle quand même que le programme d'Emmanuel Macron a été fait justement suite à cette grande marche où des citoyens, des milliers de citoyens ont été sondés. On leur a demandé ce qui n'allait pas, on leur a demandé ce qu'ils voulaient et nous avons fait les propositions dans notre programme en fonction de ce qu'ils nous avaient demandé pour être vraiment au plus près de la réalité du quotidien des Français. Voilà pourquoi il faut voter pour Emmanuel Macron parce qu'il a compris les besoins des classes moyennes et des classes populaires. Merci. Et hors temps de comptage, cher Christophe, nous allons avoir donc la maîtresse, j'aime pas ce mot, mais c'est comme ça, donc la maîtresse de maison, la personne qui nous a reçus ici au Floyd, Sandrine, Sandine, voilà. De toute façon, vous allez avoir le micro et vous allez dire ce que vous avez envie de dire. D'abord, je vous remercie au nom de toute l'équipe de France Maghreb 2 et probablement au nom des représentants, les candidats. Maintenant qu'on a connu la place, nous reviendrons. Ah oui. Merci encore. Je redonne donc le nom du café où nous sommes en direct de Reims. C'est le Floyd et l'adresse c'est 34 avenue de Paris. Facile à retenir à Reims. Très bel endroit, alors, merci. Je vous passe le micro pour nous dire c'est quoi ce café, ce très bel endroit dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il a été créé et pourquoi, surtout qu'on voit qu'il y a le café, la partie musicale, la pétanque à l'extérieur quand il fait beau et le billard donc et le poste de billard, ça c'est bien pour les chams. Alors je pense très bien, on va se faire une partie après. Alors le Floyd Café Concert a été créé il y a 9 mois maintenant. Sa date d'anniversaire c'est le 21 juin. Jour de la fête de la musique. C'est un lieu dédié à la musique, aux arts et à la culture. On peut y trouver des concerts du mercredi au samedi, notamment samedi où c'est une belle journée avec une bourse au vinyle, des expositions, des exposants, 3 concerts, 2 DJ. C'est une journée qui se déroule de 13h à 1h30 du matin. Un endroit qui bouge vraiment. Voilà, il y a des vinyles d'ailleurs accrochés au plafond, c'est très sympa. Vous pourrez y trouver plein de choses, un billard, un baby-foot, un terrain de pétanque. Et apparemment, voilà. Un représentant du mouvement hip-hop sera là samedi, c'est bien ça? Masta Wolfie, oui. Okay. Masta Wolfie, un super chanteur de la région qui vient présenter son nouvel album. Très bien. Eh bien, c'est là qu'il faut venir. Hein, donc, et merci à Ahmed qui a déniché donc ce bel endroit qui n'a même pas un nom. Donc, il est plus petit que votre petite fille, puisque nous avons un des représentants de candidats qui a sa petite fille avec nous qui a un an. On lui souhaite une longue vie et une France heureuse et une France de vivre ensemble, parce que c'est à cette génération-là que nous pensons, nous, quand nous travaillons et quand nous faisons ce genre d'émission. Tarek, je voudrais. Oui. Merci à tous, Christophe. Qui l'a dit, Qui l'a dit Fillon. C'est Fillon en plus. Bravo. Bon, je voulais remercier surtout la qualité de ce débat. Vous remercier tous de vous être prêtés à ce jeu. On a essayé d'être le plus transparent possible, d'essayer de parler de vrais sujets. Et on souhaite bonne chance à tous vos candidats que vous êtes censés représenter ou que vous avez représenté en tout cas du mieux que vous avez pu durant ce débat. Merci à tous d'y avoir participé. À très bientôt du côté de Reims où nous étions en direct et demain de retour en studio bien sûr avec pour m'accompagner Monsieur Zebelus qui sera là, Hakim Rahad et Anan Zaweni. Bonne soirée à tous. Merci à Medjahed de l'autre côté de la technique. Merci à Sophia Aïda, merci à Jean-Marc Zebelus, Hicham Terak, Tarek Mami, toute l'équipe de France Maghreb 2 en direct de Reims où nous étions depuis 16h30. Merci et à bientôt. France Maghreb 2, France Maghreb.